Bienvenue sur Les Théâtreux, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui font vivre le théâtre. Je suis Cédric Hérault, auteur-metteur en scène depuis 2008 et passionné par tout ce qui se passe sur scène et en coulisses. Comédien, auteur, metteur en scène, mais aussi directeur de théâtre, régisseur, décorateur, maquilleur, costumier, toute la troupe a sa place derrière mon micro. À chaque épisode, partez à la rencontre de ces passionnés qui donnent vie au 6e art. Alors détendez-vous et laissez vos oreilles profiter du spectacle. Hey coucou, c'est Cédric, votre podcasteur préféré. Je suis actuellement en compagnie d'un auteur, comédien à succès et metteur en scène que j'ai l'honneur de recevoir à mon micro. Et oui, parce que, comment vous dire, j'ai eu la chance d'aller le voir sur scène il y a une quinzaine d'années. Et depuis, cette pièce que j'ai été voir, se joue toujours. En tout cas, il va nous raconter l'histoire de cette pièce et de tant d'autres, parce qu'il n'a évidemment pas écrit que celle-ci. C'est un auteur que je respecte par son travail et par les thèmes qu'il aborde. Vous comprenez pourquoi, pour ceux qui me connaissent un petit peu plus que derrière ce micro. Mais j'ai l'honneur, du coup, de rencontrer Franck Lehen. Salut Franck. Salut. Merci pour cette introduction. Merci à toi de me recevoir chez toi. Bienvenue. Beaucoup. Merci beaucoup. Dans ma bicoque. Et ouais, écoute, c'est très 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 charmant. Écoute, petite maison atypique, j'aime beaucoup ce côté, très artistique, très voilà. Oui, je crois. Mais oui, mais tu donnes pas l'adresse. Hein. Alors je la garde pour moi, promis. Mais en tout cas, voilà, c'est un plaisir de te rencontrer. Merci, c'est gentil de t'intéresser à ce que je fais et apparemment de me suivre, c'est cool. Mais oui, écoute, j'ai un peu de mal à réaliser que je suis devant toi, c'est un peu bizarre. Ah bon, à ce ça fait un peu groupie ou pas? Non, peut-être pas quand même. Bon, franchement, ça me dérange pas du tout, mais bon, voilà, mais c'est vrai que c'est toujours, avant d'être théâtreux, on est avant tout des spectateurs de théâtre. Ah oui. C'est moi, comme je suis toujours fan aussi. Je suis fan de. J'ai été fan. Voilà. Je suis fan et j'adore les fans et je respecte les fans d'ailleurs. Et c'est tout à ton honneur. Ouais. C'est pas toujours le cas. Hein. Ah, j'en sais rien, mais moi c'est vrai que je discute après avec les gens. Il y a des gens qui m'écrivent, je les reconnais parce qu'ils ont des pseudos que je reconnais parce que des fois il y a des pseudos et pas. Bref. Mais oui, donc c'est eux qui nous font, c'est eux qui nous supportent quand le métier n'est plus là des fois. Donc non, moi. Je suis toujours fan, et d'ailleurs j'étais fan d'Étienne Dao, et Étienne Dao était fan aussi, enfin je suis fan d'artistes fans aussi, voilà. Donc, c'est drôle. C'est drôle. Voilà. Mais oui, du coup, c'est vrai que de te voir sur scène il y a déjà 15 ans, parce que ça commence à dater, mais de te suivre, de voir tes actus, les différentes pièces que tu as pu faire, parce que depuis une bonne quinzaine d'années, tu n'as pas fait que cette pièce, bien heureusement pour toi. T'en as fait plein d'autres. C'est mon tube, c'est mon tube. C'est ton tube, oui. On peut dire ça comme ça. Non, mais c'est vrai. Bah oui, c'est vrai que les gens te connaissent pour ça. Ouais, c'est ma carte de visite. Ouais. Ton personnage a évolué avec toi et avec le temps. Et ton texte aussi a évolué. J'ai vu d'ailleurs un sacré changement entre la version d'origine, je trouve. Oui. Ouais, j'ai trouvé vraiment que t'as suivi l'air du temps. Oui, obligé, oui. Ouais. Mais tu aurais pu te dire en tant qu'auteur, tu dis non, en fait. C'est mon texte, je garde le truc d'origine. Bon, après, la pièce a évolué aussi avec, il y a eu quand même plus de 40 comédiens qui sont, qui sont succédés sur les 4 rôles. Et donc, du coup, chacun a aussi apporté des choses. Donc, des fois, il y a une petite phrase qui sort en impro, elle est trop géniale, on la garde. Ou voilà, donc bien sûr. là dernièrement aussi j'ai changé le casting, j'ai un peu plus métissé le casting, donc tout évolue quoi, donc voilà, et puis on s'adapte parce qu'effectivement je crois que Grindr par exemple n'existait pas et comme mon personnage est un homo qui cherche l'amour, bon, et avant c'était sur internet, donc là j'ai dû donc effectivement tu t'adaptes quand même effectivement, mais ce qui est bien c'est que je garde le même flashback parce que j'ai changé l'âge, je fêtais mes 30 ans, là je fêtais les 40, donc du coup je garde le même flashback. Tu feras pareil pour les 50, etc. 60, moi je me vois à 80 ans avec mon t-shirt Jackie Quartz. Bon, par contre la pièce sera moins drôle, sera très pathétique parce que le mec avec ma sœur qui a couché avec personne et moi qui trouve toujours pas l'amour, bon ça va devenir mais moi je me vois très bien le faire à 80 ans avec Vanda déchirée. Ça serait génial. En tout cas, maison de retraite. En tout cas, c'est pas moi qui le décide. Ouais. C'est vraiment la pièce et les gens à chaque fois. En 2021 quand
on a pu de nouveau jouer et que les salles étaient ouvertes alors qu'on a eu le confinement, etc. J'ai repris Bonjour Ivresse. À chaque fois, quand j'ai un coup de mou, quand il se passe, je reprends Bonjour Ivresse sans le vouloir à chaque fois. Hein, on me demande, comme quand je l'ai joué au Passy il y a pas longtemps avec Édouard Collin. Moi j'avais appelé Théâtre Passy pour une autre pièce. Ils m'ont dit oui, on va en discuter. Mais avant, pour cet été, on aimerait bien Bonjour Ivresse. Donc ok, je joue Bonjour Ivresse. Et du coup, je suis au Théâtre Passy actuellement avec Jean-Claude et Joséphine. Donc j'y suis quand même arrivé. Et oui. Mais voilà, elle est là, elle est toujours là cette pièce. Mais c'est ma pièce coup de cœur quand même. Tu t'en as pas marre au final? Non, j'en ai marre pas qu'on me parle que de celle-là, mais en tout cas, non, sur scène jamais. C'est tout le temps différent. Par contre, ça devient un peu des représentations spéciales parce que vraiment je suis en impro tout le temps, je suis capable de parler aux gens et d'aller dans le public. Ça c'est vraiment je suis trop à l'aise quoi. Tant mieux. Mais dans le bon sens, les gens adorent ça. Les gens presque viennent pour ça. Et en province aussi c'est pareil. Ou même dernièrement j'avais un chanteur qui est comédien chanteur qui s'appelle David Ban. On chantait sa chanson à la fin. Enfin voilà, c'est vraiment un bon enfant. C'est pour se marrer. Donc voilà. Trop bien. Trop bien. Alors du coup, justement, ma première question, ça serait, et du coup, quelle est ta recette du succès? Oh là, ouais. Ça c'est. Est-ce que t'en as une déjà? Il y en a pas, bien sûr. Comment tu fais? Mais non, mais personne. Comment? T'écris un truc et bam, boum, ça marche. Ah ouais, c'est ouf. C'est ce que tu crois. Alors oui, bien sûr, avec le recul. Non. J'imagine quand t'as commencé, c'était pas comme ça, j'imagine. Non. Quand même, là, depuis quelques années, mais. Tu fais quand même des pièces qui se... Toi, tu dis bam bam, mais non. Des fois, ça met 4 ans avant de se monter. Alors, ce qui est bien, effectivement, c'est que j'ai eu une pièce, même 2, puisque Les Homos préfèrent les blondes a duré 3 ans, celle-là, elle a duré 15 ans. Donc, sur 18 ans, avec 2 pièces, j'ai le temps d'en écrire d'autres, quoi. J'ai le temps d'en mettre dans les tiroirs. Donc, du coup, c'est pas une question de pam. Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout comme ça. On aimerait bien, d'ailleurs, en tant qu'auteur, même quand on démarre, pour ceux qui doivent écouter, et qui, je sais pas, qui sont tout jeunes et qui veulent, on a tout de suite envie de... La patience serait le premier conseil. Voilà. Parce que je suis complètement impatient et je sais aujourd'hui que, voilà, il faut, tranquille. Ouais, voilà. C'est sûr. Mais il n'y a pas de recette, J'aimerais tellement te dire qu'il y a une recette. On le ferait tout le temps, sinon je jouerais une pièce tout le temps, à guichet fermé, tout le temps. Donc non, il n'y a pas de recette. T'as pas quand même n'importe qui comme partenaire. Faut être sincère. Ouais, c'est peut-être cette chance-là aussi qui a fait que t'as commencé très très fort, comme si on doit revenir sur Bonjour Ivresse, d'avoir Franck le... Ah, toi tu penses, ouais, c'est là que je parle avec les gens que je vois qu'effectivement, c'est sûr qu'on a eu, Franck Delay, enfin en fait, Franck Delay et moi-même avons monté Bonjour Ivresse. Ah ouais? Ah ouais, c'est pas juste, je l'ai appelé, viens jouer dans ma pièce, etc. Enfin si, c'était un peu le cas, parce qu'il était venu voir Les Homos préfèrent les blondes, ma première pièce. J'étais en train d'écrire une pièce qui s'appelait Juste une mise au point. Donc c'était pas du tout Bonjour Ivresse. Sur ce, sur le cap des 30 ans, un peu un coming out, etc. Puis un amour d'adolescence. Et voilà. Et en fait, je l'avais vu dans une petite pièce à l'Essaillon, je crois, un tout petit truc où il joue un homo. J'ai dit, attends, bon, il est open à ça, machin. Et enfin, en tout cas, il est pas contre. Et du coup, c'est comme ça. Voilà. Et alors, ce que je veux dire, c'est quand je l'ai monté avec lui, c'est que vraiment, on a tous les deux mis de l'argent pour monter la pièce. Oui, on a monté la pièce ensemble, vraiment. C'était un duo, vraiment. Okay. Et on a fait appel aux filles après, elles sont arrivées. Au début, je le dis, non, ça fait très longtemps. Hein, je veux dire, au début, avec Franck, on s'est pas payé. On payait tout le monde. Voilà, c'était notre bébé au début. Oui, c'était avec Franck qu'on a monté la pièce. Oui. Ah, écoute, là, c'est... Tu savais pas? Tu vois, tu viens pas pour rien à Montreuil. T'as monté cette butte pas pour rien. Et oui. Alors voilà. Et donc du coup, pourquoi on est parti sur ça, je ne sais pas. Mais en tout cas sur le succès. En fait, la recette du succès. Non, mais il y en a pas. Il y en a pas. Faut être sincère. Après, voilà, de te faire appel à quelqu'un qui est extrêmement connu. Ah oui, non, ça par contre, oui. Forcément. Alors, et puis de le mettre à moitié nu sur scène, bon, ça aide peut-être un peu. Alors attends. Alors là, je vais me justifier sur ça. C'est que je me suis dit, je vais prendre Franck Delay dans la pièce et les gens vont attendre
1h30 pour voir ses abdos. C'est vrai. Donc il va rentrer, on va le mettre tout de suite torse poil. Ouais. Les gens ont ce qu'ils veulent et après on passe à la comédie. Donc du coup, et c'est ce que t'as vu. Voilà. Je confirme. On le voit pas après, hein, tout nu ni rien. Non, en caleçon. Non, mais voilà. Ah, en caleçon. Oui, alors ça c'était la version au début. Après les autres ont gardé leurs pantalons. Mais non, bah oui. Et puis soyons honnêtes. Puis moi j'aime bien. Puis peut-être c'était à une époque aussi. Moi ça me plaisait bien de voir des pièces un peu avec des mecs sexy. C'est sympa. Bah, ouais, enfin ouais, pourquoi bien pas. sûr. Non, bon. Ouais, et autant que ça soit lui que moi à torse poil. Donc je pense que c'est mieux. Moi je joue le gay next door et voilà. Mais oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors ça a aidé au succès, je pense. Oui, ça a aidé à mettre de la lumière sur la pièce. Ouais. Parce que après, il faut aussi que ça déchire sur scène pour qu'il y ait un bouche à oreille. Parce que si c'est juste mettre, parce que j'en ai fait d'autres pièces avec des, on va dire, gens connus, people ou quoi que ce soit. Bien sûr. Et c'est pas forcément à chaque fois un succès à rabord ou quoi que ce soit. Donc c'était juste que c'était pile poil au bon moment. Ouais. Lui avait cette envie de théâtre, moi j'avais cette envie de... Alors c'est vrai que je suis arrivé sur Paris, moi j'ai vendu des places de théâtre au kiosque, et c'est vrai que je m'étais dit, oh là là mon Dieu, avant que la pièce soit connue, ça va être long ou quoi que ce soit. Alors oui, le passage de dire, tiens, quelqu'un qui a un peu déjà de lumière. En fait, avec Franck, c'était un deal. Je te donne la lumière que j'ai un peu là grâce au fait que j'ai fait les toubisseries, etc. Et toi, tu me donnes de l'écriture, de la matière, et parce que j'aimerais bien faire du théâtre, etc. Donc, on a été très cash l'un avec l'autre. Ça n'a pas été genre, voilà. Tu me donnes un peu de lumière, je te donne un sujet avec un bien écrit, et puis surtout 2 comédiennes de terrain. Ah oui, parce que là on parle de Franck Delay, mais je veux dire à côté j'avais quand même Agnès Miguras qui a créé le rôle de Marie et Caroline Gagé qui a créé le rôle de Vanda. Et voilà. C'est 2 rôles juste et donc incroyables. Je pense que la formule était pile poil, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment 3 personnes de scène, vraiment des ouvriers, vraiment 600 couscous au lardon, 800 les homos préfèrent les blondes, Caroline Gagé les femmes sont folles, je sais pas combien, et voilà. Et d'ailleurs c'est à la grande comédie que j'ai rencontré tout le monde. Elle était dans la petite salle, l'autre jouait à couscous au lardon à 21h30, moi je jouais à 20h les homos, et on s'est rencontrés comme ça, voilà. Et donc voilà, oui, et la cerise sur le gâteau, Franck Delay, qui arrive en plus au bout d'une demi-heure, donc du coup on a installé la pièce, c'est vrai. tout est en place, et en plus il est plutôt pas mal à regarder, et voilà, et donc du coup, et puis on fait quelques références aux années 90, effectivement, avec et en plus voilà, je pense que Franck Delay, on dit oui, on a pris quelqu'un de connu ou quoi que ce soit, mais c'était une pièce qui parlait de trucs d'adolescence, etc. Donc du coup, le fait d'avoir un flashback 80-90 avec un mec qui a été dans les années 90, enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que je trouve sacrée référence. Voilà, c'était du pile poil. Et c'est bon, tu as raison par contre qu'on s'est fait remarquer assez rapidement, parce que je me rappelle d'avoir eu un article dans le Parisien très rapidement, c'était un gay, 2 filles et un toubisserie. Voilà, c'est parti. C'est parti. Et puis surtout, on a monté la pièce, attends que je dise pas de bêtises, quelques mois après la mort de Philippe. Ah ouais. On avait commencé les répétitions où on a appris son décès et c'était très compliqué, je me rappelle. Et donc du coup, on aurait pu avoir encore plus de promos si on voulait. Mais comme avec Franck, on a refusé toutes les émissions où il devait venir parler de Philippe, parce qu'il ne voulait que ça, il ne voulait même pas parler de la pièce. Je me rappelle, je le dis même aujourd'hui, on avait une émission chez Coé, et il lui a dit, si tu parles de la pièce, non, nous on veut que tu parles de Philippe, donc il a dit, j'y vais pas. Par contre, 50 Minutes Inside avait été sympa, je me rappelle à l'époque, un petit sujet sur Philippe, un petit sujet sur la pièce. Donc voilà, donc on s'en est pas, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, on aurait pu être sur les plateaux tous les jours pour parler de la pièce. Il n'a pas voulu, c'est quelqu'un de très pudique, c'est quelqu'un qui s'étale pas sur sa vie privée, etc. Et puis surtout c'était un choc quand même de perdre un pote à 35 ans. Donc voilà, c'est malgré tout ce qui peut se passer en coulisses ou quoi que ce soit, c'était un choc. Et même moi je le dis, ça a été un choc puisque je l'ai appris dans un journal et j'ai juste vu qu'un toubisserie était mort, et donc du coup je savais pas lequel c'était. Bon bref, c'était une période assez compliquée. Voilà, bref, mais c'était une belle très belle aventure. On est resté avec les filles pendant 400 dates, je crois. On a fait la captation pour France 4, où Chantal Lobby nous a présenté, qui est la marraine un peu de la pièce. C'est la première personne à la voix off. La voix off, oui, la voix off, un peu Marie-Alice de Desperate Housewives, les références. Et donc voilà, belle aventure. On a été
Ensuite, on a prolongé au Temple à l'époque, l'Apollo aujourd'hui. Et oui, c'est vrai. Pendant très longtemps. Et puis après, la vie a fait que Agnès a eu un enfant, Franck voulait faire d'autres choses, enfin, et moi aussi, mais en même temps, on me demandait de continuer à jouer, donc j'ai pris des remplaçants, enfin, voilà. 40 comédiens. 40 en tout, j'ai tout, oui. J'ai compté. Même plus, je crois. Ah ouais. Oui. Après, il y a eu des festivals d'Avignon, donc il y avait une équipe à Avignon, une équipe à Paris, voilà. Et après, Ah oui, donc du coup, ton rôle a été interprété par quelqu'un d'autre ? Oui. D'accord, ok, moi j'avais cru que il y a eu Romain Tunin, Thomas L'Empire, Sébastien Siloré, que tu as vu dans Les Homos préfèrent les blondes, dans le rôle de Titi, je peux te rappeler. Oui, bien sûr. Voilà, j'ai eu des remplaçants. Alors pas beaucoup, hein, les pauvres, ils bossaient pas beaucoup, parce que je donnais pas beaucoup de dates. C'est vrai que c'est un peu mon bébé, hein, Bonjour Ivresse. Ouais, donc du coup, même les comédiens, ils disent on va être avec toi parce que voilà, je sais que Thomas L'Empire a joué très longtemps, il était super. Romain m'avait déjà remplacé dans Les Homos préfèrent les blondes, c'est des potes. Donc voilà, mais c'est vrai que les pauvres, ils ont pas eu beaucoup de dates parce que moi c'est de mon projet, donc j'étais à fond dedans. Voilà. Ouais, c'est un rôle que t'aimes. Voilà. Mais c'est une très belle aventure effectivement qui continue dernièrement encore avec Édouard Collin, Claire Jazz. Ça se joue encore là non, à l'heure où je te parle. La dernière date c'était au mois de juin, non? Ouais. Avec Édouard Collin, Mélanie K, qui a joué Vanda très longtemps et qui joue Marie maintenant. Ah, c'est drôle. Voilà, Claire Jazz et moi-même, voilà, en ce moment. Alors là, il y a une date en février, je crois, qui va tomber, mais je vous avoue que non, là, on va passer un peu à autre chose. Venez me voir au Passy, venez me voir au Théâtre du Passy, voilà. Merci déjà pour tout ce récap, notamment de cette pièce à succès, mais c'est vrai qu'après, moi, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu, alors on va revenir bien avant tout ça, j'aimerais que tu nous racontes un peu ton parcours pour en arriver là. Alors je vais pas faire la blague de j'ai pris le métro ligne 9, le parcours, pourquoi j'ai entendu ça dans une interview. Alors le parcours, non, moi je viens d'un petit village à côté de Bordeaux dans le sud-ouest, Pampignac. Et donc mon parcours théâtral, on va dire, effectivement, je vais dire, à l'âge de 10-14 ans, il y avait une compagnie d'amateurs qui montait des spectacles dans mon village. Et un jour, je vais les voir. Et j'ai eu un choc. C'est vrai que j'ai dit, oh là là, je regardais tous les gens du village qui les regardaient, qui les admiraient. Ils faisaient les cons sur scène, tout le monde se marrait et tout le monde les applaudissait, machin et tout. Et après, on m'a même appris que on pouvait être payé pour faire ça. Je dis, oh là là, c'est quoi ça? Donc j'ai dit à mon père, l'année prochaine, je veux rentrer là-dedans. Mais j'y allais complètement inconscient, parce que ton premier souvenir de théâtre, t'avais quel âge du coup? 14 ans. 13, 14. Du coup, ça t'a marqué. Après, j'étais un enfant, tout se passait dans ma chambre, c'est-à-dire que j'étais à la fois chanteur, auteur, tout, je faisais tout dans ma chambre, j'avais un univers très, mais pas devant les gens. Alors si, quand j'étais en camping avec mes parents, je faisais toujours, eux, ils faisaient les randonnées, et moi, je préparais le spectacle de fin de vacances. Ah, sympa. Voilà, ils allaient en randonnée, moi je gardais les enfants pour faire un spectacle, et à la fin on leur faisait un spectacle. Et donc j'étais quand même un peu obsédé par ça, je faisais des magazines, tout ça, un roman photo aussi, j'ai fait des romans photos, parce que j'ai une tante qui est sourde et qui lisait beaucoup de romans photos. D'accord. Donc du coup puis moi j'avais rien, j'avais pas beaucoup d'argent, donc l'appareil c'était facile, voilà. Alors le théâtre, troupe amateur, c'était quoi la compagnie, je sais plus encore le nom, bref. Merde, je l'ai plus. Mais en tout cas, ils montent un spectacle, et puis je vois qu'il y a des camarades de moi, de la classe je sais plus, j'étais en CM1, CM2, je dis, mais ils jouent dedans et tout. Bon. J'y vais, je fais 2 ans là-bas, mais je me rappelle que j'étais complètement inconscient, je me rappelle même pas ce que je ressentais que du bonheur, en tout cas, mais je savais pas trop ce que je faisais, parce que moi, j'ai toujours été très timide, moi-même, pour faire une récitation, devant tout le monde, j'étais tout rouge en classe, etc. Mais du coup, le théâtre m'a beaucoup aidé. Et après, c'est une fois que j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac, j'ai dû faire un choix d'université. J'allais m'inscrire un peu bêtement en anglais, en n'importe quoi, pour faire quelque chose. Et on me dit, Doug, art du spectacle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah d'accord, allons-y. Sauf que moi, je débarque en Doug, art du spectacle, avec des gens qui ont déjà fait des terminales de je sais pas quoi. Enfin, tu vois, moi, le Molière et tout ça, mon Dieu. Bon, enfin si, c'est le truc que tu vas voir quand t'es des troupes amateurs, vite fait, ça te donne pas forcément plus envie que ça. Et puis mes références théâtre, j'en avais pas. Enfin, puis je voulais faire du cinéma. Enfin, j'étais plutôt série. Je suis un enfant de la télé quand même. Donc
Donc je m'inscris quand même, sauf qu'il faut écrire un mini scénario, il faut faire une scène devant des gens. Ah ouais. Ouais, d'accord, bon. Et donc en fait, j'y vais. Je pense pas l'avoir le truc parce que en plus j'y vais. Moi, je suis à une époque un peu provocateur, donc moi j'ai lu un texte carrément qui critiquait le théâtre. C'était, je sais pas si les gens connaissent l'attrape-cœur de Salinger. Ah oui, bien sûr. Voilà, et dedans il y a un passage, c'est un gamin de 13 ans. En fait, on suit un gamin de 13 ans pendant dans les États-Unis des années 50. Il est un peu rebelle, il est à la recherche de sa sœur. Pour résumer, en gros, et surtout, il a une façon de parler assez trash, et il va voir une pièce de théâtre en disant, oh là là, j'ai vu tous les autres connards qui parlaient entre eux de sa pièce, ils étaient entre eux, et je leur fais un texte vraiment, presque un doigt d'honneur, quoi. Ah ouais. Mais ça, c'est parce que j'étais très, j'étais un peu gabardine en cuir, et j'étais presque un peu maquillé, machin, cure, Indochine et tout. Ah ouais. Mais complètement. Mais parce qu'en fait, l'extérieur, j'ai compris après, c'est pour pas qu'on vienne me saouler, en fait. Bah ouais, j'étais tellement timide, tellement machin, et du coup, pareil, la provocation était une espèce de moyen de... Derrière un personnage. Voilà, exactement. Ah oui, j'étais un personnage, parce qu'après, quand tu me connais, tu sais très bien que non. Mais du coup, je faisais presque un peu peur. Alors, putain, le mec, il dit, waouh, il y va à fond, il a rien à foutre. Et bon, j'ai été pris. Voilà, j'ai même écrit un petit scénario, je m'en rappelle, première fois que j'écrivais un scénario. Et voilà, et par contre, j'ai été pris sur 300, ils en ont pris 80. Et ensuite, sur 80, et là, c'était Doug, art du spectacle. Ouais. Et sur les 80, ils en ont sélectionné 30 pour faire le truc que théâtre, avec des gens du Théâtre du Soleil, etc. Et, moi, je voulais pas y aller, mais c'est une prof qui m'a dit, il faut que tu ailles faire ça. Je dis, non, moi, je veux faire des scénarios, des films, analyser des films, c'est bien et tout. Ouais. Non, tu vas aller sur scène. Et alors, ça a été compliqué parce que c'est peut-être un peu long ce que je raconte, non? Non, c'est bien, c'est ton parcours. Tu me dis, tu me stoppes. Non, t'inquiète. Donc je me retrouve dans un truc de théâtreux, mais alors de théâtreux, mais on n'a jamais... Les gens qui ont les rêves, etc. Ils font que ça depuis des années, ils se parlent entre eux de répliques, de machin. D'ailleurs, je me rappelle le premier cours, on me dit, chacun va passer, et vous allez chacun faire une réplique de théâtre connu, un truc, ce que vous voulez. Okay. Moi, j'avais aucune référence. Ouais. J'ai fait Le Père Noël est une ordure. Très bonne rêve. C'est une pièce de théâtre. Et après, ils m'ont tous regardé, je dis, quoi, c'est une pièce de théâtre? Oui, c'est une pièce de théâtre. Très bien. Bien sûr, c'était pas qu'un film. Tout le monde faisait Corneille et machin, tout ça, puis moi j'ai fait, c'est cela, oui, c'est cela, voilà. Bon. Mais ça montrait déjà le décalage que j'avais avec eux, quoi. Et en même temps, pour avoir écouté mon père aussi qui m'avait dit quand je voulais être chanteur, quand je voulais m'animer, il me dit tu veux être chanteur, apprends le solfège, tu veux être ça, apprends le machin. Je dis Et t'as toujours été soutenu par ton père qui t'a... Mes parents, oui, ils m'ont jamais, ils m'ont fait comprendre que c'était un peu compliqué cette histoire d'être comédien et tout, mais bon. Quelque part, ils m'ont laissé le nez dans le caca pour que j'aille voir moi-même et que si ça sent bon ou pas. Et même au fil des années, je pense qu'ils se sont dit il tient le coup, il a sa licence, il a le truc, il monte des pièces, il écrit. Donc ils ont dû se dire apparemment c'est bon pour lui. Mais où j'en étais là. Du coup, tu fais ce truc-là. Oui, je suis pris dans ce truc. Voilà. Jusqu'au quoi? Ça t'amène jusqu'aux 30 les 30 finalistes de Ah oui, voilà, je suis dans un je suis dans un Dust. Okay. C'est un truc qui prépare aux formations du théâtre, etc. Tous les week-ends, on a des stages avec Georges Bigot du Théâtre du Soleil, Ariane Mouchkine, pour ceux qui ont la référence. Les gens vomissaient avant ces stages, tellement on avait peur de passer devant lui. C'était les références Patrice Chéreau, machin et tout. Ah oui. Voilà. Et Pierre Debauche, que les gens doivent connaître, paix à son âme. Une formation très... Voilà, mais du coup, c'est bien parce que j'ai... Antoine Vitesse, j'ai fait des dossiers sur des gens que je connaissais pas, mais du coup c'est la base. Faut apprendre la base. Après tu fais pas forcément ces pièces-là, tu fais pas forcément ce style-là, mais tu sais, tu l'as fait, tu as entendu, tu as vu, tu as mis les pieds dedans, tu as essayé, voilà. Et même Georges Bigot, j'en parle souvent. J'avais été dans un cours où il était resté sur moi pendant 4 heures. Et moi, j'ai d'accord, je suis une grosse merde, je suis une merde, le mec, et tous les autres étaient jaloux. Ils me disaient, mais putain, la chance que t'as eue, il t'a gardé 4 heures. Je dis, mais non, justement, c'est qu'il cherchait quelque chose et je comprenais pas le truc du travail, je comprenais pas tout. Il m'a fait le truc du masque, je me rappelle très bien, je devais faire Richard III. Moi, je suis arrivé, j'avais 18 ans, j'avais fait un jeune prince charmant sur scène, et il m'a fait, attends, mets le masque, regarde-toi, c'était un masque horrible, dégueulasse, qui faisait une grosse grimace.
Et il me dit, regarde-toi pendant 20 minutes, machin et tout, reviens après, machin et tout. Paraît-il qu'une fois qu'au bout des 4 heures, j'avais enlevé le masque, j'étais le masque. Ah ouais. Donc voilà, je suis passé par même si c'était pas mon délire, hein, parce que moi j'aurais voulu faire Jacqueline Maillan et Maria Pacôme direct. Et mais au moins voilà, j'ai appris, j'ai vu, j'ai essayé, j'ai fait des trucs, des psychodrames, je comprenais même pas ce que je disais. Enfin voilà, j'ai eu des expériences très théâtreuses quoi. Mais au final, du coup, en faisant ça, t'avais fait. J'ai eu une licence. Alors j'ai d'abord eu mon Doug Dust là machin. Ouais. Et après je me suis inscrit en licence. J'ai eu une licence de théâtre. D'accord. Et après je me suis inscrit en maîtrise. Mais j'y suis pas allé. Donc moi tu t'es inscrit. Je suis inscrit, voilà, il y a mon nom inscrit quelque part en maîtrise théâtre à Bordeaux 3. Okay. Mais en fait, comme c'était que de la théorie, ça m'intéressait plus. Alors que la licence, on avait à la fois, on devait rendre des dossiers et en même temps monter des pièces en parallèle tout le temps. Donc on avait une salle Maison des Arts qui existe toujours là, je pense. Et on a monté des choses à côté, quoi. Donc du coup, on pouvait se tester physiquement sur scène en tant qu'auteur. On avait Claude Bourgex aussi pour les noms un peu connus dans le théâtre, qui était pour l'écriture. Donc très belle formation qui après tu choisis ce que tu fais, ce que tu veux et tout ça. Mais voilà. En tout cas voilà, c'est comme ça mon parcours comme tu dis. Et après tu rencontres des gens, tu montes une compagnie, tu dis allez on monte à la capitale, ce qu'on a fait. Et sauf que quel âge à l'époque quand tu as monté sur Paris? Je sais plus. Une vingtaine d'années? Même pas, ouais, même pas. Ouais. À peine. Ah, je sais plus les dates. Puis comme je dis pas mon âge, voilà. Et puis je veux pas que voilà. Mais oui, voilà, j'ai la licence et je suis monté à la capitale. Alors ceux avec qui je travaillais sont allés en Seine-et-Marne. Ils sont pas allés Paris, tu vois, Paris même. Ouais. Donc on a monté une compagnie, l'œuf à 3 poules, ça s'appelait. On donnait des cours de théâtre. On a eu un prix de jeune compagnie sur la scène nationale de Sénart, la sortie au théâtre de Karl Valentin. Enfin voilà, et on donnait des cours tous les mercredis. J'allais là-bas. Sauf que moi je me dis non, mais moi je pars pas de Bordeaux pour aller à 50 km de Paris. Moi, je vais à Paris. Évidemment. Donc, j'habitais pas avec eux, mais je venais quand même tous les mercredis donner les cours et monter les spectacles. Et j'étais sur Paris. J'ai fait des petits travails à la con, dans les bars, à vendre des places de théâtre, faire des enquêtes de bus. Voilà, je faisais des petits trucs comme ça. Et voilà, j'ai rencontré Christophe Botti, je sais pas si tu connais l'auteur. Voilà, et il est venu me voir d'ailleurs en Seine-et-Marne dans une pièce sur une scène nationale, hein. Et c'est là qu'il m'a proposé des petites pièces sur Paris, Lit haute possibilité, Un cœur de père, qui se sont jouées à l'Espace Marais, à l'Actéon Théâtre. Enfin, je pourrais faire un guide de toutes les petites salles de Paris, hein. Je les ai toutes faites. Et donc voilà, et c'est comme ça que j'ai mis un pied à Paris même, quoi, on va dire. On avait quand même monté des spectacles aussi au Guichet Montparnasse avec la compagnie, mais on avait perdu tout notre argent. On avait fait 2 pièces, une le mercredi, une le jeudi, une le samedi. On croyait que ça, enfin, je sais pas on débarquait de la province vraiment sans avoir les codes et tout ça, quoi. Voilà. Et par contre, à travers la rencontre avec Christophe Botti, j'ai vu un jeune auteur monter ses propres pièces dans des petits théâtres. Donc à la fois j'étais comédien, mais tiens, d'un œil je disais tiens, c'était intéressant. Ah oui, il monte lui-même ses trucs, c'est génial et tout. Ensuite après Alex Good, je travaille avec Alex Good en 2005 dans Théâtrouille, une grosse pièce au théâtre Comédia à l'époque, c'est maintenant Théâtre Libre, 1000 places. C'est un espèce de gros Scooby-Doo sous acide dans un château hanté où il me fait faire des claquettes, où il me dit tu sais faire des claquettes? Oui, bien sûr, je savais pas faire des claquettes. J'ai dit bien sûr, j'ai fait ça toute ma vie, voilà. Donc du coup je suis pris. Bon, je prends des cours de claquettes quand même pour assurer. Mais il le sait, hein. Et donc du coup je me retrouve et pareil encore un jeune auteur, comédien qui écrit, qui monte ses trucs et je le vois, je dis mais ce petit gars là, il arrive à monter ce gros truc dans ce gros théâtre, mais comme quoi c'est possible. Alors, oui, mais c'est fou parce que moi j'allais te poser une question, mais du coup comme je rebondis sur ce que tu viens de dire et je vais te la poser cette question parce que tu parles de personnes qui t'ont permis d'évoluer, en tout cas surtout avec ton arrivée à Paris. J'aimerais savoir s'il y a une rencontre en particulier qui a tout changé, qui a permis vraiment d'avoir le déclic en disant ok c'est bon, en fait je suis lancé, ça va être mon métier, je le sais. Est-ce qu'il y a peut-être pas une seule personne, mais si tu as au moins une personne qui t'a la rencontre c'est tellement de petits trucs.
Ouais. C'est tellement. Par exemple, là, je pourrais dire la personne qui est responsable de tout ça, j'ai jamais fait de figuration de ma vie pratiquement. J'en ai fait qu'une seule fois. Et la seule fois où j'ai fait de la figuration, je découvre, je me lie d'amitié, on va dire, avec celle qui s'occupait des décors, qui s'appelle Cathy. Et c'est pour ça que je cherche la personne, tu sais. Oui. Et ben en fait, cette personne me dit, oh ouais, comment tu parles? Je suis sûr que tu entendrais bien avec un copain qui s'appelle Christophe Botti. Tu viens, je vais l'inviter à voir tes pièces. Donc, si j'avais pas fait cette figuration, j'aurais pas rencontré ça. Christophe Botti. Donc, il y a pas une personne. Tout ça n'aurait pas découlé. Donc, presque, je pourrais dire merci Cathy, la décoration. Tu l'as ta personne. Oui, mais je la vois plus depuis. Elle m'a suivi après. Mais c'est vrai, je me suis dit un jour, si j'avais pas fait cette figure, que le truc n'est jamais sorti en plus, hein, je crois. Le truc n'est même pas. Ouais, ça s'est pas fait. Et si j'avais pas, je serais resté peut-être en Seine-et-Marne, à faire encore des trucs, des cours de théâtre. Donc en fait, mais le truc, ça y est, c'est fait. Non, c'est quand j'ai rencontré Chantal Lobby, quand même. Ça m'a fait un petit. Waouh. Déjà Chantal Lobby, quoi. Voilà, Chantal Lobby qui présente ma pièce sur France 4. Oui. Waouh. J'ai dit, c'est cool. Comment ça s'est passé cette rencontre? Alors ça, c'est. Alors, et pour revenir sur ta question, c'est quand même la fois où je me suis dit, tiens, waouh, c'est arrivé, c'est quand j'ai été édité il y a pas longtemps et que j'ai joué au Lucernaire. Ça m'a fait un autre. C'est beaucoup plus tard. Non, Chantal Lobby, oui, non. J'ai rencontré Michel Faux aussi, par exemple. On s'est beaucoup. Il est venu me voir. Je suis allé voir ses pièces. Et c'est vrai que quand tu rencontres des gens comme ça, t'es pas dans leur pièce, t'es pas dans leur projet. Tu dis, j'ai quand même rencontré. Je suis en train de déjeuner. Je suis en train de parler théâtre avec Michel Faux quand même. On est en train d'échanger des avis tous les deux. Mon avis l'intéresse. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc Chantal Lobby, elle va voir Jean-Luc Lemoyne au théâtre Le Temple à l'époque, l'Apollo. Et moi je suis la pièce juste après Jean-Luc Lemoyne. Donc en coulisses, elle vient le féliciter. Et moi je viens et à l'époque, alors là, au secours, MySpace. Tu te rappelles? Bien sûr, je connais. Voilà, très bien. C'est par MySpace que j'ai rencontré Franck Delay et Chantal Lobby. Oui. Mais moi j'ai pas de connexion dans le métier ni rien. Donc moi sans internet, sans rien. Moi je connaissais personne. Donc en fait, je lui avais écrit, je l'avais invité à voir la pièce, mais elle n'avait pas forcément répondu. Donc là, je la vois en vrai, je vous ai écrit, machin, oui, je vais venir. Elle vient, elle passe un bon moment, elle me félicite, etc. Et on reste un peu en contact. Elle m'a même invité un jour, une fois, à un événement avec Gaël Morel. Alors je rencontre Gaël Morel, je sais pas si tu vois qui c'est. Oh mon Dieu, Gaël, on était les trois invités du truc pour la mairie de Paris, je sais pas ce que c'était. Tout ça pour dire, voilà, on se voit, on papote. C'était avant qu'elle fasse son grand retour, on va dire, avec qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Non, le bon Dieu, là. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Bien sûr. Et donc, elle était même dans une période un peu, elle travaillait pas beaucoup, voilà. Et elle est géniale parce elle m'a beaucoup encouragé. Après, la première personne à qui j'ai lu Bonjour Ivresse, c'était Chantal Lobby. J'aurais voulu qu'elle fasse la mise en scène, mais elle était pas dans ce délire-là. Et surtout, après bon, je le dis, j'ai voulu la faire jouer dans plein de pièces ou quoi, mais elle veut pas faire de théâtre. La raison, je peux la donner, je pense, mais c'est qu'en fait, à chaque fois qu'elle est montée sur scène, elle a eu un décès dans ses proches. Oula. Ouais. Et elle veut. La malédiction, quoi. Ouais, ça me touche parce que la pauvre, elle s'enlève peut-être, et même elle enlève aux spectateurs. Ça une grande dame au théâtre, elle aurait fait des trucs de ouf, hein, je pense. Vraiment. Alors évidemment, voilà, comme bon intervieweur, du coup, j'ai révisé un petit peu tes classiques, en tout cas, voilà, tes pièces, et notamment j'ai vu du coup la nouvelle version de Bonjour Ivresse juste hier. Voilà. Bien. Et je vois sur la plateforme de France Télé que du coup elle est interviewée au début de la pièce. Chantal? Ouais. Oui, mais c'est la version de 2011. Et bien oui, c'est ça qui est très drôle. Il y a ça toujours. C'est ça, j'ai trouvé ça très bizarre. En fait, le truc c'est que, alors pour la petite info et pour là tu m'apprends qu'on peut la trouver. Mais alors déjà c'est écrit que demain t'as 30 ans, alors que dans la pièce t'en as 40, et que du coup tu dis mais attends. Chantal Lobby, alors déjà, elle paraît beaucoup plus jeune que... voilà. Bah oui, c'était en 2011. Voilà, déjà. C'était en septembre 2011. Et je me dis, mais... et là, tout de suite après, t'as la nouvelle version, je me suis dit, il y a eu un couac sur France Télévisions. Bon, bref, c'est pas très grave, mais... en fait, si tu veux, je sais pas s'ils étaient au courant qu'il y avait déjà une captation qui existait, je crois, je sais plus. Je sais pas, mais en tout cas, ils ont fait... parce qu'en fait, la deuxième version a été surtout captée pour la Guadeloupe et Martinique. Eh ben oui.
Ouais, par parce- rapport... En fait, j'avais engagé Laurence Joseph. Ouais. Laurence Joseph, super comédienne, qui a fait la météo pendant des années Mais oui. sur la chaîne je sais plus quoi, et qui a fait un duo qui s'appelait Domino aussi. Domino, Mais qui fait un surtout blanc et un... une Vanda incroyable. oui. Avec son accent antillais. Oui, et donc voilà. Ça ramène un truc de Quand dingue. tu me disais est-ce que ça j'ai adapté ou quoi, bon ben avec elle, Oui. avec elle j'ai Total, adapté. total. Voilà, quand c'était Mélanica d'ailleurs dans le flashback, elle parlait Mélanica qui vient de Picardie, elle parlait en picard. Eh ben oui. Et elle parle voilà, c'est tout, C'est en génial. créole. Donc voilà, et quoi d'autre, je sais pas pourquoi on parle de ça. Ah oui, Chantal Lobby, voilà, tu me Ouais, disais, la rencontre. voilà. Ah, la chanteuse. Donc quand tu m'as dit oui, je reviens à ta question, c'était quand est-ce que j'ai senti que voilà. Oui. Donc j'essaie de te donner plein de moments, mais Il n'y voilà. a pas de problème. Mais justement, il y a un autre moment que j'aimerais que... Mais on le sent jamais, hein. C'est quand je parle à des gens comme toi où ils disent oh là là, moi j'ai l'impression d'être arrivé à rien. Ah ouais? Oui, parce que là t'as l'air de dire un jour, il y a pas eu un jour, je dis ah j'y suis arrivé. Pas, non, là déjà j'ai à la rentrée qui arrive, là tu vois, je vais m'activer ou quoi, enfin je suis pas dans mes chaussons. Hein, parce qu'après t'es toujours sur des nouveaux projets, etc. Parce que tu te mets des challenges, etc. Oui. C'est peut-être ça aussi, parce que tu pourrais dire bon bah ok, je pourrais faire la même pièce pendant allez 25 ans. Bah c'est presque ce que j'ai fait. Mais du coup tu t'arrêtes pas à ça. C'est ça qui est génial, parce que du coup tu vas sur des sujets différents, avec des époques différentes aussi, avec des costumes, avec des décors, etc. Ça, c'est parce que j'ai eu un choc en 2015. Les attentats m'ont un peu bouleversé. Oui. Et c'est là où j'ai changé, pas ma façon d'écrire ou quoi, mais où j'ai essayé de... où je suis parti sur la petite débrouille d'ailleurs. C'est ça. La pièce, la petite débrouille. Fameuse. Enfin, c'était pas le sujet de maintenant. Non, mais alors on en reparlera juste après, évidemment, parce qu'il y a plein d'autres pièces qui ont très bien fonctionné, mais je voudrais savoir, à partir de, je sais pas, de combien de temps tu t'es rendu compte que Bonjour Ivresse était devenu culte? Bah déjà, je m'en suis jamais vraiment rendu compte que c'était culte. C'est quand je vois les articles, quand je vois les gens qui en parlent ou quoi, je vois le retour de la comédie culte. Ah, d'accord, j'étais pas au courant. Ouais. Mais par contre, oui, bah non, mais... Je sais pas, en fait c'est les témoignages que je reçois. Par exemple, quelqu'un qui est à Strasbourg qui me dit mais grâce à toi j'ai fait mon coming out, j'ai pu faire venir mes parents. Un jour quelqu'un qui m'a dit pour me défendre dans la cour de récré, j'ai dit ouais parce qu'il disait que les homos il m'a dit ouais mais Franck Lehen t'as vu comment il s'en sort machin. Enfin, tu vois il se sait. Rêve quand même. Ouais et je me suis dit bah tu deviens une rêve. si j'ai servi au moins à ça, waouh c'est un truc énorme, c'est génial. Après culte, bah si parce qu'on des répliques qu'on me sort. J'avais fait une interview aussi une fois où on m'avait fait vous rendez compte quand même que maintenant l'expression bonjour ivresse machin, mais je savais pas que, je suis pas sûr, moi je sais pas si c'est vrai que c'est culte ou que c'est, je sais pas. Bah c'est quand même un succès quand même il y a très peu de pièces en tout cas à Paris qui peuvent se dire qu'ils sont sur scène depuis 15 ans. C'est sûr. Peut-être, la première qui me vient, c'est Danny Coutizo, par exemple, qui est là depuis 15 ans, donc 14 ans, je crois. C'est incroyable. Bah, ils ont une production, un théâtre qui est derrière. Oui, c'est encore. Et puis c'est une adaptation, attention, oui, c'est une adaptation, originale, moi. Et, oui, bien sûr. Non, mais il n'y a pas de... Je sais pas, si, bah en fait c'est que quand on en parle, quand les gens connaissent en fait, quand t'es au fin fond de la France et que tu dans les Vosges et que tu dis c'est moi qui ai écrit Bonjour, ah oui je connais, enfin ils l'ont pas forcément vu mais ils ont vu ah oui j'ai vu passer le truc à la télé ou dans Paris les gens ont vu l'affiche, donc forcément c'est une référence, voilà, mais voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres après quoi. Mais évidemment, je le souhaite. Moi j'aimerais bien connaître un peu ta méthode de travail pour écrire, parce que bon, c'est là qu'on va nommer un peu toutes les pièces que tu as écrites. Du coup, tu as commencé par Les Homos. Alors, Les Homos préfèrent les blondes, je l'ai coécrit avec Eleni Layou. Voilà. Et ma première pièce tout seul, c'est Bonjour Ivresse. Ouais. Ensuite, il y a eu, alors j'aime pas le titre parce qu'on me l'a fait changer. À la base, ça s'appelait Tout part en live et ça s'est devenu La famille est dans le pré. Ah oui. La famille est dans le pré avec Franck Delay encore. D'accord. Donc ça, c'était en 2014. Il y a eu Revenir un jour. On a commencé en 2013, pareil. Il y a un moment donné où il y avait 3 pièces en même temps, c'était très compliqué. Très compliqué. Et j'ai joué dans les 3. Ah, en plus. Oui, histoire de. Histoire de voilà. Et donc Revenir un jour. Après il y a eu La Star et son gorille.
Eh oui. La Star et son gorille, qui est un spin-off de La Famille est dans le pré, en fait. C'est Tom Valentin, le chanteur de La Famille est dans le pré, qui est seul avec son garde du corps, qui part en tournée de merde. Enfin, c'est genre, il va chanter dans les galas. Il a son garde du corps qui s'avère ne pas être son garde du corps. Enfin bon, il y a une histoire un peu on cherche un tueur. Enfin bon. Mais ça a été un peu compliqué parce qu'il y a eu 3 comédiens qui se sont succédés. Et du coup, il y a eu Kamel Djibaoui, il y a eu Anthony Joubert, il y a eu 3 comédiens, et ils étaient tellement différents que j'ai dû adapter à chaque fois. Et puis comme j'avais encore Bonjour Ivresse à côté, de l'autre côté, machin, elle est restée un peu comme ça, celle-là. Puis c'est un spin-off, quoi, c'est une petite pièce. Voilà, il y a eu ça. Comme un boomerang, avec Axel Huette, qui est dans En Famille, le petit gars dans En Famille. Sauf qu'on l'a joué 19 fois. Pourquoi ? Parce qu'on a commencé en janvier 2020 et que le confinement est arrivé en mars. Patatras. Et que du coup, on était en plein... Ça marchait bien en plus, c'était sympa. Et il y a eu... T'as pas voulu la remonter après la famille ? On a essayé quand ils ont fait les couvre-feux. On s'est dit, tiens, on reprend. Et puis après, voilà. Et puis après, pour être honnête, c'était une petite comédie un peu de transition en tant qu'auteur. Je voulais presque plus jouer à un moment donné. Alors il s'est passé plein de trucs, mais en 2019 j'avais même fait une pièce dans laquelle je jouais pas qui s'appelait Dernier baiser avec Anthony Dupré, Magali Madison de Premier baiser et Mathieu Nina et Caroline Gagé. Et c'était sur 2 stars des sitcoms des années 90 qui se retrouvent 25 ans après à une convention de fans, sauf qu'il n'y a plus que 2 fans, dont un handicapé. Voilà. Et Caroline Gagé, complètement folle, hystérique, à la misérie, qui veut absolument épouser Anthony. Elle était pas mal, celle-là. Elle était beaucoup plus... Ce qui est fou, c'est qu'elle par exemple, revenir un jour sur les boys bands ou Dernier baiser sur les sitcoms années 80, voilà, on se dit, oh là là, c'est quoi ce truc un peu bubblegum, mais en fait, c'est limite enfin, pas trash, mais c'est dark, quoi. C'est le côté dark, tu les as pas vus, mais revenir un jour, c'est pas du tout les boys bands à poil, machin, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe après qu'on ait connu un succès, la drogue, les gens, beaucoup plus dark, quoi, effectivement. C'est très, il y a quand même Édouard Collin qui fait une overdose dans la pièce, donc voilà, et les gens ont cru que c'était un truc un peu léger. C'est normal, je sors de Bonjour Ivresse, de machin, donc voilà. Et Dernier baiser, pareil, il y a quand même Anthony Dupré qui défonce la cafette à coups de batte de baseball. Et qui entend des rires. Et qui du coup dit, mais je suis pas drôle. Il entend des rires parce que les rires enregistrés des sitcoms. Donc voilà, je pense que plein de gens ont loupé de certains trucs de ces pièces là. Voilà. Et du coup, t'en as une que tu voulais un peu plus nous parler. Et après, et dernièrement, je dirais que je me sens beaucoup plus centré, beaucoup plus aligné depuis que j'ai monté La Petite Débrouille en 2023, qui a mis longtemps à se monter d'ailleurs, et qui donc de nouveau, j'ai fait appel à Mathieu Nina qui a joué dans Dernier baiser, qui est réellement un comédien handicapé moteur. Oui, bien sûr, qui est connu aussi dans... Et qui s'est connu dans La France en incroyable talent. Voilà. En même temps que Daniel Schwartz, je crois, la première invitée du podcast. Ah, je savais pas. Je crois que c'est la même année où ils étaient ensemble. D'accord. Oui, il a un seul en scène. La Petite Débrouille continue un peu en tournée. J'espère bientôt le remonter sur Paris. Et La Petite Débrouille, en fait, c'est l'histoire de 3 personnes très 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 différentes qui sont obligées d'être confinées pendant les années 42-45 dans un hôpital abandonné. Et ça parle de handicap, d'homosexualité, de droits des femmes, avec Mélanie K qui joue dedans aussi et qui est une picarde, donc avec son petit accent. C'est à la fois drôle, c'est ma petite vadrouille à moi, voilà. Mais oui, c'est ça, on est d'accord qu'il y a une grosse référence sur. Mais complètement, même l'affiche que j'avais fait. Après j'ai changé l'affiche parce que c'est vrai que ça faisait trop référence, les gens pensaient que c'était trop une comédie. Mais par contre, je suis très fier parce que j'ai eu tout de suite Ruquier en interview, j'ai eu Le Figaro, Télérama, enfin des gens qui ne me connaissaient même pas et qui sont venus me voir. J'ai été programmé au Lucernaire, qui est un truc d'art et d'essai quand même de base. À côté c'était Boris Vian et Marguerite Duras, et au milieu il y avait une pièce de Franck Lehen. Donc j'étais voilà. Et j'ai été édité. Le livre il est pas loin d'ailleurs.
Et donc là, celle-là, j'en suis très fier. Et Jean-Claude et Joséphine, parce qu'on n'en parle pas depuis le début, mais mon actualité, c'est Jean-Claude et Joséphine. Ah oui, ça, on va en revenir après, t'inquiète pas, on va en faire tout un chapitre. Voilà. Non, mais bien sûr. Et donc bien là, on sûr. a cité toutes les pièces, je crois. Ça en fait pas mal. Il y a eu À mon étoile aussi. À mon étoile, ça c'est encore un peu comme Revenir un jour et dernier baiser. Ça, c'est avec Lionel Tim, qui était avec Matt Pokora dans les Link Up. Oh là là, oui. Et c'est du coup, c'est un mec sur un banc dans un parc qui veut se suicider. Ah oui, Ah oui, on est que de la comédie. Hein. Ah non, mais non, on croit que d'ailleurs, j'espère qu'à mon étoile va se remonter. Là, je peux le dire parce que je pense que c'est sûr. Au Festival d'Avignon l'année prochaine, ça se remonte là, à mon étoile. Touche du bois. Voilà, avec Lionel Tim et Roy Cabus. Très bien. Mais alors du coup, la question d'origine, oui, c'était oui, ta méthode de travail. Ah oui. Parce que du coup, tu as cité toutes ces pièces. Donc du coup, là, on a quoi, une bonne quinzaine de pièces. Ouais. Et puis il y en a d'autres que j'ai écrits qui vont sortir. La méthode. Il n'y a pas de méthode. J'aimerais bien tellement dire. Est-ce que tu es du style à comme Moi, j'écris la nuit déjà. Ah. Enfin, je suis plutôt inspiré la nuit quand tous les cerveaux sont endormis, tu vois. Ouais. Je suis plutôt là. Donc des fois, je peux écrire la nuit, vraiment. Tout, voilà. C'est un vrai truc d'auteur, ça. Ah bon, ouais. Allez, moi, toi aussi. Pareil. Moi, je me réveille en pleine nuit. Si j'ai une idée, si je la note pas, faut la noter. jamais... mais ça sert à rien de dire je me rappelle. Je pourrais jamais me rendormir. C'est impossible. Donc du coup, et puis ça dépend parce que là j'ai différentes pièces, c'est-à-dire des pièces des fois c'est des pièces inventées, personnelles, etc. Et là dernièrement je suis plutôt dans l'historique quand même. Ouais. Donc par exemple là Jean-Claude et Joséphine, je l'ai coécrit avec Claire Jazz, donc ça c'était un truc à deux. Donc là il y a pas, et puis j'ai écrit un truc sur le Luron, La Petite Débrouille, il fallait que je recherche beaucoup de choses sur la guerre aussi, sur les événements. Évidemment. Il y a pas de, malheureusement il y a pas de méthode. Moi j'ai mon ordinateur est ouvert, il y a plein de textes ouverts. En permanence. Donc du coup je vais dans un, dans l'autre. Là en ce moment il y a un truc qui s'appelle Claire dans la nuit que j'arrive pas à finir. Mais voilà, il y a pas de. Et puis alors c'est ce qui est horrible, c'est que parce que moi j'avais fait des stages d'écriture et tout ça. Et ça me stressait parce que les gens disaient faut se lever tous les matins à 8h, tu écris, tu jettes, tu écris, tu jettes, tu écris. Tu vois, ouais, c'est un truc de... Okay. Et en fait, moi, je peux pas. Faut que je sois inspiré, faut que je sois. Bah oui. Faut avoir un bon mood aussi, hein, parce que ça dépend ce qu'on écrit, mais. J'ai pas de méthode. Je suis plus. Alors des fois, quand je me lève très tôt le matin aussi, je suis très. Jusqu'à midi, tu peux être complètement à fond, puis après tu peux arrêter. Enfin, j'ai pas de. J'aimerais bien dire un truc, mais non. Après, par contre, je ne commence pas les dialogues tant que j'ai pas mon plan global. Ah bah voilà. Là, ta méthode. Ah oui, bah ça c'est le seul truc que j'ai retenu de Robert McKee, qui est donc le scénariste américain qui faisait faire des stages là. Ouais. Il faut ne commencez pas sans connaître la fin. C'est con. Mais c'est con comme la lune, mais ne commencez pas les dialogues ou l'histoire ou quoi que ce soit si vous savez pas où vous allez, quoi. Donc du coup après. C'est pas bête comme. Ouais. Alors après t'en as d'autres qui diront moi j'ai ma méthode, je fais ce que je veux. Bon. Ouais. Mais ça m'aide parce que du coup je me dis quand même non, prends-toi bien la tête sur moi c'est toujours c'est comme une grosse rédaction, hein, c'est exposition, développement et conclusion. Hein, je suis 3 actes toujours. Et donc du coup voilà j'essaie que chaque scène apporte quelque chose au spectateur, qu'ils aient appris à chaque fois un truc, ce soit pas une scène gratuite, et puis surtout connaître la fin. Alors la fin peut changer en cours d'écriture, parce que tes personnages des fois sont plus forts que toi et ils t'amènent autre part, mais au moins t'es censé être Dieu. Voilà, il a dit vous êtes Dieu. Donc Dieu, il a inventé tous ces personnages, donc on doit connaître tous des personnages, on doit pouvoir répondre qu'est-ce qu'il a fait hier, qu'est-ce qu'il aime comme couleur, qu'est-ce qu'il a fait comme métier ou quoi, même si tu le dis pas au spectateur. Mais il faut que tu sois maître de ton truc. Complètement ton personnage. Voilà, pour donc après est-ce que je le fais à 500%, j'en sais rien, mais en tout cas j'essaye quand même de pas me lancer dans l'écriture si je sais pas où je vais. Et en termes d'environnement, t'aimes bien travailler au calme. Là où je suis, c'est mon bureau. Là où tu me vois. Okay. Alors les gens peuvent pas le voir, mais voilà ma petite. Je suis un peu en mode c'est mon bureau, c'est ici. J'ai pas de. Non, j'ai pas. Ah oui, tu veux dire une. Moi je me mets TSF Jazz en fond. Ah ok. Voilà. Bien. Je me rappelle quand j'étais petit, je disais c'est nul le jazz et tout machin, et je suis en train d'écouter du jazz. Je veux pas. Et attention, j'y connais rien. Hein. Enfin, je suis pas un connaisseur en disant oh mon Dieu, j'adore ce genre de truc. C'est juste que c'est une musique que t'es pas obligé d'écouter. Et du coup, c'est une ambiance. Voilà. Et en plus, c'est calme.
Enfin, c'est calme, des fois c'est un peu speed, mais le temps s'est arrêté pour moi. Le temps s'est arrêté, c'est comme quand tu vois un vieux film de Hitchcock où tu vois des gens qui répètent, on a entendu dire. Je sais pas, voilà. C'est vrai que je me mets une petite ambiance. Déjà, le matin, des fois, je mets directement ça pour. Pour être déjà dans le. Pour pas être dans les news et tout, parce que je scrolle un peu trop des fois. Ouais. Et donc voilà, donc j'ai pas de méthode. Non, alors je lis beaucoup autour du sujet. Oui, tu te renseignes sur le sujet quand même. Donc du coup, des fois, je peux avoir plein de bouquins, là, quand c'est sur la guerre ou quoi, je suis sur plein de destins, en plus c'est des gens qui ont existé ou quoi, donc je peux regarder un documentaire et après écrire, enfin, mais du coup, ça se chevauche, quoi, c'est pas, voilà, j'ai pas d'horaire. Et tu te donnes des délais, par exemple, pour écrire, ou est-ce que non. Non. Bah non, parce que j'ai pas je suis assez libre, moi, du coup, je suis pas, ça c'est inconvénient. Tu dois rendre des comptes à personne. Bah ouais, mais en même temps, c'est chiant aussi, hein, parce que, si tu fais rien, il se passe rien, donc, voilà. Mais, non, j'ai pas à moins que j'ai dit, tiens, je monte une pièce en septembre, il faut que je l'ai écrit, mais, non, il n'y a pas de. Avec Claire, Claire, avec Jean-Claude et Joséphine, on avait des délais, parce qu'on a proposé la lecture au Château des Milandes chez Joséphine, quand même, donc il fallait qu'on ait. Avant même qu'on ait fini d'écrire la pièce, on leur a dit oui, on a une lecture. Ah ouais. Donc là, il fallait. Mais non, j'ai pas. Je crois. Je sais pas s'il y a une méthode. Si j'ai vu Amélie Nothomb, quand elle écrit que le matin, je sais pas quoi, très tôt le matin, elle se lève à 4 heures. Elle a une façon de faire, voilà. Mais après, elle écrit des romans, c'est pas pareil. Puis elle en fait un chaque année. Ouais. Donc c'est aussi. C'est pas du tout la même elle est plus voilà. Moi, j'ai pas de timing, j'ai rien, je fais un peu. Ok, bah, super. Et alors justement, parce que on a un truc en commun. C'est que on a eu tendance à écrire sur le domaine LGBT, on peut dire ça comme ça, ou des pièces gay-friendly. Moi, j'aimerais avoir un peu ton ressenti par rapport à ça. Est-ce que tu dirais que c'est la cause que tu aimes défendre ? Et une autre question complémentaire, est-ce qu'on t'a déjà reproché de faire ce type de pièce ou ce type de personnage ? Parce que moi, perso... Oui, on me l'a reproché. Ouais, déjà, moi je trouve que quand dans une interview on me dit que c'est une pièce LGBT, par exemple, ça j'aime pas trop, parce qu'en fait ça veut dire quoi? Les autres sont quoi? C'est des pièces hétéros. Les autres c'est quoi? Moi j'aimerais qu'on me qualifie de rien, en fait. C'est pour ça que quand je fais la petite débrouille, il y a un personnage qui est gay, voilà. Après, oui, au fond, sans le vouloir, je crois que je suis un militant. Ouais. Sans le vouloir, évidemment, moi, ce que je veux, c'est écrire, ce que j'ai voulu faire à un moment donné, je m'en suis rendu, parce que tu le sais pas pourquoi t'écris au début, hein. Et je me suis dit, tiens, en fait, je crois que j'écris, les références que j'ai pas eues quand j'étais jeune. Je crois que j'écris pour les prochains homos, pour qu'ils aient 2-3 références de pièces, avec des héros, où le héros principal est gay. C'est pas juste le troisième rôle qui est rigolo avec une pub dans le cul, et il peut être de suite au centre de l'histoire, il peut lui arriver des choses, il peut avoir un métier, il peut avoir des amours, il peut avoir des amitiés, il peut lui arriver des choses. Donc moi, oui, je sais qu'au fond au fond de tous ces trucs-là, il y a ce truc commun qui est moi, un auteur de comédie me l'avait reproché une fois, oui, bon, je dirais pas son nom, il est premier de Biréduc, top 1, 2, 3, 4 et 5 tout le temps. Voilà, vous irez voir. Et lui m'avait dit, ah, t'es con, hein, parce que tu te coupes une partie du public avec tes thèmes, machin. J'ai pu l'entendre, ce truc. Ouais, tu te coupes machin et tout. Et il me dit, mais pourquoi t'écris pas machin? Et il m'a dit, c'est pas con ce que tu dis, parce que j'ai dit, j'écris sur ce que je connais. J'ai dit, en fait, si tu veux, je veux bien écrire un truc sur un gros hétéro qui a une ferme et qui tape des femmes, mais je sais pas si je serais très crédible, tu vois, voilà. Donc du coup, je préfère partir d'un prisme que je connais pour raconter de la vérité au moins, et puis faire passer des messages peut-être, mais surtout faire passer un bon moment, quoi. Et Bonjour Ivresse a été écrit c'est pour ça que c'est en plein sujet, suite à une lettre que j'ai reçue après Les homos préfèrent les blondes. Ah ouais. Les homos préfèrent les blondes, j'ai reçu une très longue lettre d'un homo qui comprenait pas qu'on représente les homos comme ça, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette histoire de représenter? Il avait pas compris la pièce. Ah. Et j'ai dit, ah non. S'il y a une seule personne qui peut croire que c'est contre les homos cette pièce,
C'est que non, il y a un truc on a mal fait. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va pas dans ce truc-là? Bah, attention, c'est la seule lettre que j'ai reçue, hein. D'ailleurs, mais ça m'a marqué parce que je me dis, c'est pas possible, c'est quand même une pièce, justement, les homos préfèrent les blondes, c'est dans le titre, et tout. Et je me dis, oui, mais non, en fait, c'est vrai que c'est un sujet, on sert une histoire hétéro avec de l'humour gay. Et je me suis dit, ah merde, c'est vrai, en fait. C'est vrai. Alors, il y avait un couple établi dedans, qui est ensemble depuis longtemps, c'est ce qu'on voulait. Un couple, un homo qui va avoir partout, et puis l'autre, voilà. Donc, c'est pour ça que je veux toujours représenter beaucoup d'homos dans les pièces, pour pas qu'il y ait, par exemple, dans Bonjour Ivresse, c'est pour ça qu'il y a eu, j'ai pris Franck Delay, et souvent on me dit, oui, sexy, il est connu, quoi, mais moi je veux surtout un mec viril. Voilà, je voulais un mec musclé, viril, contraire de moi, et qu'on dise pas, oh là là, il écrit sur les homos, c'est que des efféminés ou quoi. Non, à côté t'as Franck Delay qui est là, et qui fait du sport, qui est sportif, qui est coach, qui boit pas d'alcool, voilà. Donc je veux toujours représenter, et dans Les homos préfèrent les blondes, j'avais l'impression que c'était le cas. Mais non, en fait, enfin oui et non. Alors après, je l'assume toujours la pièce, hein, bien sûr, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Mais, et donc du coup je dis, je vais écrire une pièce où le héros principal, ce sera un homo, il trouve l'amour, c'est lui le bisou à la fin, c'est pas, tu vois, c'est pas juste ça, c'est pas l'humour qui sert à d'autres, voilà, c'est ce que, voilà, donc c'était par rapport à ta question, est-ce qu'on me l'a reproché? Est-ce qu'on me l'a reproché, bah moi c'était Oscar Wilde qui disait voilà, plus, qu'on te reproche, cultive-le, puisque c'est toi. Donc, oui, mais j'aime, même toi, tu as présenté ça comme des pièces LGBT. Moi, je pense pas qu'il faut présenter ça comme. Parce que c'est comme ça que, alors, à l'époque, parce que on rappelle quand même que c'était des pièces qu'on vu le jour il y a une quinzaine d'années déjà. Et toi, à l'époque, t'as senti que c'était nouveau ce truc-là? Parce qu'en fait, moi, à l'époque, je travaillais dans un certain magazine très connu LGBT têtu, un peu même que lui. Donc, évidemment, je travaillais homo, je vivais homo. Oui, donc t'avais l'actu du. J'avais l'actu du truc, etc. Donc, oui, évidemment, on m'avait amené le truc. Et étant donné que c'est un sujet que, perso, je maîtrise aussi, et que, bien sûr, c'est quelque chose que je revendique, et que j'ai envie de casser les codes, etc., machin. Après, il y a deux écoles. C'est-à-dire que, moi, ce que je reprochais à la télévision française et au théâtre, c'est que forcément toutes les folles étaient bah tu vois, j'ai fait tous les autres mots étaient des folles. Oui, mais ça c'est souvent. Du coup, voilà, et ça du coup, j'en avais marre de voir ce cliché là. Et je voulais voir justement avoir des références d'homosexuels vus différemment, avec un œil différent. C'est là que j'ai commencé un peu aussi à m'intéresser à ton travail, etc. Et c'est là aussi que j'ai commencé à écrire, parce que moi, ça fait 17 ans que j'écris. Mes premiers textes, c'était 100% homo, etc. Machin. Donc après, j'ai évolué, j'ai fait amener des personnages où effectivement, il y a peut-être un personnage qui est homo, et puis du coup, voilà. Mais moi aussi, j'ai souffert de ce truc-là en me disant pièce LGBT. Non, c'est une pièce humoristique, ou c'est une pièce au contraire bien un drame ou un truc, etc. Oui, c'est avéré que l'un des personnages est homosexuel. Et alors, c'est-à-dire que bon, bah, ça revient à ce que tu m'as dit au début avec Franck Delay, en fait, non, une des raisons pourquoi j'ai pris Franck Delay, c'est que je voulais pas être une pièce communautaire. Je voulais pas tomber dans c'est la pièce d'homo là, machin. Et je voulais un personnage populaire que le public, même féminin ou hétéro, reconnaisse. Parce que j'aurais pu prendre juste un beau mec musclé et puis voilà. Voilà, et hétéro en plus, hétéro. Et d'ailleurs, j'ai souvent pris que des hétéros pour les Raphaël, je crois. Non, il y en a eu plein. Non, il y en a eu quelques-uns qui sont pas. Merde. Pratiquement tous, justement pour ça, et puis surtout pour être. Alors il y a ça, le côté rassurez-vous, c'est une pièce populaire, ce n'est pas un truc underground, vous allez vous y retrouver. Et puis alors du coup, comme il y avait les années 80 et tout ça, c'est vrai que la pièce Bonjour Ivresse, comme je t'ai dit, a été écrite en rapport avec les homos préfèrent les blondes, c'est-à-dire que parce qu'on m'a refusé une tournée avec les homos préfèrent les blondes parce qu'il y avait homo dans le titre. Ah ouais. Quand même. Donc, il n'y a pas homo ni dans le titre, ni dans le résumé. Donc, en fait, ça fait 15 ans que cette pièce tourne sans être annoncée. Et oui. Et voilà. Et attention, t'as des gens on aurait pu me dire quand même qu'il y avait des homos, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc, du coup, j'ai pris en otage les homophobes depuis 15 ans. Oui.
Parce que c'est pour eux que je le fais. C'est pas pour, c'est pas forcément pour les homos. Et puis je vais pas aller faire une pièce au rond-point pour parler d'homosexualité. Eux, ils sont déjà ok, tu vois. Donc moi, c'est Monsieur, Madame Dupont, Monsieur, Madame Durand. C'est quand je vais en province, comment ils se marrent. J'adore ça. La dernière, et c'est encore mieux maintenant. Parce qu'en 2010, c'était encore un peu, c'est pas encore ça. Hein. Là maintenant, c'est bon. Hop, ils rigolent. Ils sont, ils rigolent surtout. Puis surtout, comme ils ont les mêmes références que moi. Et c'est pour ça le flashback est là pour ça. C'est quand, et même quand j'ai mon t-shirt Albator, les gars qui ont à peu près le même âge, qui sont hétéros, mais il a la même référence. Il est homo, mais bon, c'est un pote. Donc voilà, moi, il y a eu beaucoup de ça dans cette pièce. C'était une pièce que je voulais populaire, mais vraiment dans le sens, je voudrais que, j'espère, et j'ai eu des réactions comme ça, qu'il y ait des gens qui voulaient pas parce qu'ils seraient pas venus voir la pièce, s'il y avait marqué un homosexuel cherche l'amour, machin. Non, anniversaire, ça paie, voilà. Et donc je le dis, je l'assume aujourd'hui, c'était stratégique. Et par contre, effectivement, les 5 premières minutes de la pièce, quand ma sœur n'est pas encore arrivée et qu'il y a juste Vanda, la fille à PD très trash et l'homo qui parle de cul pendant un quart d'heure, il y avait des gens qui disaient mais on va pas pouvoir s'identifier, c'est bizarre ou quoi. Et Marie arrive, hop, la sainte nitouche, elle critique tout le monde, elle critique le frère qui fait n'importe quoi, machin, donc ça va, il y a une personne un peu, voilà, on sent que ça se Et puis après, les femmes étaient complètement rassurées quand il y avait Franck qui arrivait et qui enlevait son t-shirt, de bon, c'est bon, on va rester. On va rester jusqu'au bout. Est-ce que t'as eu des personnes qui sont parties? Ah oui. Au début, quand t'as lancé la pièce. Oui. Il y a eu des gens qui sont partis, oui. Des gens outrés, non, je veux pas voir ça. En fait, d'ailleurs, souvent, ils ont même pas écouté, hein. Ils sortent et à la caisse, je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais on nous a pas dit qu'il y avait des homos. C'est fou, hein. Alors, du coup, heureusement, là, je te parle de ça, sur 15 ans, c'est pas arrivé beaucoup, hein. C'est pas arrivé beaucoup, hein. Au début, sûrement. Mais un petit peu, et puis même des Kaira aussi, des Kaira, mais que je suis allé voir après. Mais pourquoi vous rigolez comme ça depuis le début, machin, et le fait de voir le mec descendre de scène là qui faisait le con, leur parler un peu, alors les gars, détendez-vous, parce qu'ils venaient sûrement voir Toubisserie, qui faisait du street machin, tu vois, c'est des gens qui dansaient un peu comme ça. Enfin bref, voilà, j'ai eu plein de trucs, mais je pense que pour finir sur le sujet, j'ai eu des gens qui, je pense, ont changé pas d'avis, mais en tout cas, si après ma pièce, ils sont moins choqués de voir 2 garçons s'embrasser ou se tenir la main ou voilà, c'est ma mission et voilà, c'était le but quoi. Mais parce que le bisou, bon, je sais pas si le bisou n'arrive qu'à la fin. D'ailleurs, à chaque fois qu'on va s'embrasser dans la pièce, il y a un truc qui coupe. On ne les voit. Je ne voulais jamais mettre mal à l'aise le spectateur hétéro. Surtout, c'était ça. Par contre, il y a un bisou à la fin. J'ai déjà entendu des ou des PD. Oui, ça fait 1h30 qu'on en parle. À un moment donné, bon. Ah non, mais j'ai eu des trucs. Ah oui. Là, on croit que c'est succès qui sort du machin et tout, mais on a eu des trucs compliqués. Mais je pense que du coup, j'espère que j'ai fait changer 2-3 mentalités, quoi. Je sais pas. J'espère. Depuis le temps. Ouais. Et après, c'est vrai que c'est une cause qui, quand même encore avec les autres pièces, il y a toujours certains personnages où il y a on va dire une get touch et non plus une pièce dite LGBT friendly, etc. Mais parce que comme tu le dis, c'est un sujet que tu maîtrises, donc forcément c'est quelque chose que tu peux parler librement et que voilà, évidemment. Mais ça, c'est même encore en 2025, parfois c'est difficile. Et c'est vrai qu'on mais moi j'ai eu dernièrement, je le dirais pas, mais quand j'ai proposé une pièce ou quoi que ce soit, et on m'a dit mais les producteurs, alors je dirais pas qui c'est, et les directeurs de salle, ils sont pas très LGBT. J'ai dit alors donc je peux plus écrire. Donc je peux plus écrire. Donc je peux plus écrire sur les sujets. Dès qu'il y a un personnage homo, c'est LGBT. Bon, je pense que ça va changer, mais voilà. Donc je suis là. Je continue, mais voilà. Venez me soutenir. Venez acheter des places pour que ça justifie les. Parce que c'est ça en fait. Ils sont tous pour la cause dans le métier, mais ils regardent les chiffres, etc. Et même des producteurs homo. Vont pas forcément aller vers moi. C'est ça le pire. Je vais me dégoûter. Ça me parle tellement parce que évidemment, pour avoir écrit évidemment sur le même sujet, c'est difficile de sortir de cette case, on va dire comme ça, et d'être jugé avant même que la pièce ait démarré. Ça, c'est vraiment. Après, c'est avec le temps, je sais pas. C'est compliqué, mais c'est vrai que stratégiquement parlant, si on retire le côté LGBT et que c'est juste une comédie ou un truc, etc., machin, et forcément, tu
tu vois les choses différemment. Moi, je sais que ma première pièce. Mais voilà, c'est ça, Bonjour Ivresse. C'était 100% homo, tous les personnages étaient homosexuels, c'était un duo, etc., de 2 amis, etc. Ça s'est transformé finalement en 2 frères, et l'un est homo, l'autre est hétéro, et du coup, sauf qu'en fait, moi, j'ai cassé complètement les codes. Voilà. Ça s'appelle Pas si différent. Je t'enverrai des trucs si ça t'intéresse. Ouais, je veux bien. Mais évidemment, moi, j'ai voulu complètement casser les codes en le grand frère qui est très, on va dire, maniéré, etc. Tous ses amis sont homo, etc. Donc, tout le monde croit qu'il est pédé. Et le petit frère qui, lui, est très sage, etc. Tu vois, il fait attention à lui, etc. Il vient d'une famille catho pure souche, etc. Ben, on croit que c'est, tu vois, on lui donnerait le bon Dieu en confession, alors qu'en fait, finalement, c'est lui l'homosexuel. Et du coup, j'ai voulu casser complètement les codes, parce que justement, pour ce côté stéréotype, etc. Mais effectivement, quand tu veux faire la promotion de ce spectacle, dès lors que si c'est écrit, même en tout petit quelque part, LGBT, etc., c'est pour ça que je t'ai dit, moi, il y a cette case qui rentre, et du coup, c'est... À cause des homos préfèrent les blondes, j'ai fait tout le contraire pour Bonjour Ivresse. Complètement ni dans le titre, ni dans le machin. Alors, l'affiche, c'est une parodie de le Pretty Woman, hein, avec c'est lui qui me tire la cravate. Oui. Je me dis quand même là, tu devines, mais bon, comme c'est Franck Delay, bon, il y a 2 filles qui sont là, on voit des gambettes, donc je dis, voilà, ça fait pas peur aux hétéros, mais bon. Oui, c'était, toi, t'as pas si différent, déjà, t'annonces la couleur. Ouais. Voilà, donc t'as dû avoir des difficultés, c'était comme ça, les homos préfèrent blondes, il y avait dans le titre déjà, 65 acheteurs qui disent non, pas parce qu'ils ont pas aimé la pièce, ils vont dire, c'est génial, on s'est marré et tout, mais les élus, ils vont pas aimer. Bah voilà. Mais quoi, les élus déjà, je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'il y a plein d'élus qui auraient. Alors que c'est une pièce à succès. Mais à l'avance, ils disaient non, le public, je sais pas s'il va, voilà. C'est difficile. C'est pour ça qu'il faudrait remonter la pièce en mettant un titre différent. Mais bon, écoute, T'aimerais la remonter cette pièce? Bah, comme j'ai coécrit, je sais pas, mais pourquoi pas. Mais il faudrait que comme je côtoie plus du tout la co-auteur, je ne sais pas du tout et je veux pas décider tout seul, donc voilà. Ouais, je comprends. Mais j'ai du taf, j'ai d'autres trucs, t'inquiète. À côté. Ouais, je veux bien le croire. Mais justement, disons que ça fait penser à quelque chose. On a reçu des questions de followers sur Instagram. Il y a des gens qui voudraient savoir. Alors, je ne sais pas par quel biais ils ont appris ça, mais si tu pouvais nous dire où en est le projet de Thierry Leluron. Oui. Alors, je sais pas comment cette personne a eu... Alors, je ne sais pas. Oui, mais c'est comme j'ai dû faire un podcast comme ça d'1 heure où j'ai lâché des trucs encore. Mais ils doivent écouter un petit peu. La pièce autour de Thierry Leluron est écrite et déposée à la SACD. Donc ça, je peux le dire. Je peux dire le titre. Ça s'appelle Derrière le paravent, chambre 443. Et ça raconte les derniers mois de Thierry Leluron à l'hôtel Crillon en 1986. Il est mort le 13 novembre 86 et il s'est enfermé les derniers jours à l'hôtel Crillon, tout en haut, la chambre tout en haut, pour se rapprocher du ciel, comme il disait. Et donc du coup, c'est une pièce à 4 personnages, une comédie dramatique. Alors il y a déjà le casting, j'aimerais trop vous dire les comédiens et comédiennes, mais je peux pas. Le metteur en scène aussi, je peux pas non plus. Mais ça y est, c'est en cours. Ça va être présenté à des productions là, en lecture. Ouais. Et idéalement, ça peut se jouer quand? Moi, de toute façon, je veux le monter en 2026 parce que c'est les 40 ans de la mort de Thierry. Oui, déjà. 86. Oh là là, 86. Donc j'aimerais courant 2026 monter cette pièce. Et j'ai aussi le projet d'un festival Thierry Leluron. Donc ça, je peux pas en dire plus parce que j'aurai la réponse. Quand notre podcast va être diffusé, j'aurai peut-être la réponse. Le 20 octobre, du coup, on aura peut-être plus d'infos. Voilà, peut-être que dans le post Instagram, il dira l'info. Donc, je vous donne les dates du festival Thierry Leluron en 2026, le lieu, tout ça, mais je peux pas vous dire pour l'instant. Donc, je prépare ça. Donc oui, ça fait un peu le mec je crée le festival comme ça, je présente ma pièce en avant-première. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Allez, bam. Non, mais je fais un plateau d'imitateurs. Je suis là, je peux le dire parce que on est en rapport tous les deux. Je suis en rapport avec Erwan Leluron, le neveu de Thierry, qui tient l'Instagram et qui s'occupe d'ailleurs de un petit peu du patrimoine de Thierry et qui a lu la pièce, qui va être un peu le parrain de la pièce, qui va faire une exposition pour le festival. Donc c'est assez avancé, ouais. Et donc et là encore une fois, c'est LGBT. Oui, Thierry Leluron. Oui, mais moi LGBT, mais c'est Thierry Leluron.
C'est un artiste, il est connu. Les gens ne savent pas forcément tout ce qui s'est passé. Donc du coup, à travers lui, je peux parler des années 80, je peux parler du sida, je peux parler de la notoriété, de l'homosexualité refoulée ou pas, ou assumée, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est même pas sur Thierry Le Luron. Son mariage avec Coluche, etc. Voilà, je parle pas de Thierry Le Luron, en fait. Je parle d'un artiste qui sait qu'il va mourir et qui s'enferme dans une chambre d'hôtel entouré de colonnes Maurice qui annonce son prochain spectacle qu'il ne jouera jamais. Non, c'est énorme. Et effectivement, c'est énorme. C'est pas ma pièce, mais la situation, mais ma pièce aussi est énorme. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis dit, j'ai fait un transfert. Oh, je viens de toucher mon micro. T'inquiète. J'ai fait un transfert. J'ai fait, waouh, ça doit être chaud. En plus, à un provincial, le Luron, le N. Bon, il est complètement transféré. Même si je sais pas si je jouerai vraiment le rôle, hein. Mais logiquement, c'est moi, mais on verra. S'il y a une production qui veut Pierre Ninet à la place, on dira oui. Voilà, on va pas dire non, mais je veux dire, j'arrête de vouloir jouer dans toutes mes pièces déjà. Ça suffit. Autrement, on peut pas toutes les monter. J'avoue. Très compliqué. Il y a un gros embouteillage. Pas dédoubler, quoi. C'est un peu compliqué. Et je peux aussi citer un autre projet, mais là, je peux citer juste je dis pas le titre, JRN machin. J'ai un beau projet avec Stéphane Corbin. Et Hervé Domingue aussi, qui est dedans. C'est le joli nom. Ouais. Et donc ça, je suis content parce que c'est les deux à la rentrée. Là, je dois les recontacter et on est sur ça. Je sais pas quand ça va se monter, tout ça, mais on est toujours sur un sujet, hein. Bon, voilà. Mais c'est même encore plus dramatique avec Stéphane Corbin. C'est un très, ça se passe dans les. Bon, attends, je peux rien dire. Pardon. Je t'avais dit, je parle trop. Stop. Alors, je t'arrête. Du coup, voilà. Une autre question d'un ou d'une follower. On va parler de Jean-Claude Joséphine, pas le évidemment, bien sûr. Mais toute la dernière question. Ouais. J'ai encore quelques petites questions. Bien sûr. Il y a quelqu'un qui aimerait savoir si t'aimerais bien reprendre la pièce Revenir un jour. En fait, on a vite fait parler avant, tous les deux. Oui, ce serait le moment idéal en tout cas. Un petit peu, hein. C'est un peu le moment idéal, c'est-à-dire qu'il y a une série qui va sortir sur Prime qui s'appelle Culte sur les Toubisseries. Je crois je viens de voir un film qui s'appelle Philippe, F-I-L-I-P. Donc on voit bien de qui il s'agit. Voilà. Donc alors je vais dire un truc, j'espère je sais pas s'il va écouter, hein, mais je pense que pour moi, si je remontais Revenir un jour, ce qui justifierait le fait que je remonte Revenir un jour, c'est que Franck Delay joue dedans. Voilà. Oui. Ça serait parce que je l'ai écrit pour lui. Oui. J'ai écrit à une époque où je m'étais dit tiens, qu'est-ce que je peux écrire comme pièce pour une pièce où on lui reprocherait pas d'être pas crédible. Un boys band. Et si joue un boys band, on pourra pas dire parce que souvent je crois que ça se passe bien maintenant pour lui, il est comédien, hein, il fait plein de trucs. Sûr. Mais je veux dire à l'époque, c'était vraiment c'est un toubisserie, c'est un mec qui sait juste danser, les gens savaient voilà. Et j'avais écrit cette pièce voilà, mais c'était trop tôt. Et il me l'a dit, hein, il m'a soutenu. C'est son fils il y a une captation qui a été faite, c'est son fils qui joue à la fin, machin. Il y a son ex-compagne Séville Villette a fait la chorégraphie. On est allé répéter au gymnase Philippe Nicolic à Longjumeau pour faire des acrobaties. Il nous a aidés. Il a fait un peu de promo d'ailleurs parce que moi j'avais fait un crowdfunding à l'époque pour récupérer 10 000 euros pour monter la pièce. Et donc voilà, il a été à mes côtés pour monter plus ou moins le truc en étant en soutien. Mais il n'a pas joué dedans et c'était mon regret parce que du coup c'était quand même voilà. Sauf que j'ai retravaillé avec Édouard Collin il y a pas longtemps, que maintenant Édouard Collin à l'âge, parce qu'en fait quand il a joué à l'époque c'était pour jouer une espèce de quarantenaire, parce que c'est ça, les boys bands ils ont 40-50 maintenant, hein. Et Édouard il a à peine 30 ans machin, et là ça y est il arrive à 37, 38 donc il pourrait voilà. Mais je trouve que ce serait bien qu'il y ait Franck dedans quoi. Ça serait cool. Ce serait sinon ça sert à c'est une pièce voilà, c'est une pièce pourquoi pas, mais elle est plus forte si elle est jouée par lui quoi. Donc voilà, moi je pense qu'il faudrait la remonter ouais. Après sans Franck s'il faut, mais c'est le moment en ce moment. Oui, c'est vrai. C'est le moment. Complètement. Super. Voilà. J'ai encore 4 petites questions. Vas-y. Tellement d'interrogations. On a le temps, ça va encore. Ça, on a tout le temps qu'on veut. On ne rend des comptes à personne. Hein, donc, le bonheur d'être indépendant. Moi, j'aimerais connaître, parce que tu t'as cité plusieurs noms, mais j'aimerais savoir quels sont tes rêves théâtrales. Théâtrales. Ouais. Ah merde, arrête, j'allais te dire d'autres trucs, mais... T'allais me dire quoi? Non, parce que moi, mes références c'est des créateurs comme Albert Dupontel, Alain Chabat, qui sont à la fois qui jouent et qui écrivent, tu vois. Donc par contre, références théâtrales, je sais pas, souvent des fois
dans des interviews, je dis je suis autant fan de Chantal Latsou que de Michel Faux, des trucs comme ça, mais alors moi, si, il y a un grand frère, je dis que c'est mon grand frère, mais c'est pas vrai, hein. Mais quand je suis arrivé sur Paris, je vois dans le métro des affiches d'une pièce qui s'appelle Le Carton, avec plein de jeunes dans un carton, et qui jouent à la Comédie de Paris. Et moi, je sais pas ce que c'était la Comédie de Paris, et pour moi, j'étais, putain, ils sont à la Comédie Française, enfin, c'est un truc énorme, quoi. Bon, alors, en fait, la Comédie de Paris, c'est un petit théâtre. Oui. Et c'était un mélange de Friend et Feydeau, il disait. Et Clément Michel. Donc alors, j'ai pas vu toutes les pièces de Clément Michel, mais Clément Michel, je suis allé voir plusieurs de ses pièces et je me disais putain, en fait, il raconte sa vie sur scène, il fait ses trucs. En fait, je vais faire pareil. Je vais faire moi aussi, tiens, je vais faire une soirée. Donc je dirais pas que c'est une référence parce que j'ai pas tout vu et je sais pas si j'aimerais tout ce qu'il a fait ou quoi que ce soit, mais je me rappelle m'être dit il écrit, il joue dedans, il met en scène, il a l'air de s'éclater. Je me rappelle d'être arrivé sur Paris, de me dire, tiens, j'irais bien vers là, moi. Voilà. Donc c'est pour ça, après, j'ai fait les Homos préfèrent les blondes, Bonjour Ivresse, tout ça. Après. Je parlais de Maria Paco tout à l'heure. Ah, bah alors ça, tu me parles de référence. Au théâtre ce soir, oui, là, on est en plein, le mariage, le noir te va si bien, tout ça, c'est des trucs, quand tu vois ça à la télé, je sais pas quel âge j'avais, 5 ans, 6 ans. J'étais mort de rire. C'était tes premiers souvenirs de théâtre? La télé? Théâtre, c'est la télé. Et puis, j'avais la chance, j'ai vécu, donc, dans un petit village pas loin de Bordeaux, et j'avais des grands-parents qui habitaient pas loin de Paris, vers Palaiseau. Et en fait, on y allait un peu chaque année pour le Noël, et mes parents m'amenaient voir des pièces. Donc, j'ai vu, un air de famille, non, Cuisine et Dépendance, avec Bakri et Jaoui, je me rappelle. Quand même. Et je me rappelle, j'avais, ah ouais, d'accord. Donc quand même, moi j'avais et Chantal Latsou aussi, je l'avais repéré avant même qu'elle devienne célèbre. Elle avait un petit one man show aussi, j'avais adoré. Voilà, après moi, oui, c'est des trucs de boulevard ça. C'est des trucs de boulevard, mais je te cherche une référence un peu, tu sais, un peu qui fasse style. Non, mais c'est vachement bien. J'en ai pas. Comme bref. Ouais, mais non, mais parce que en auteur, peut-être, ça me viendra après l'interview, je sens. Mais bon. En auteur, c'est difficile, hein, parce que moi, je sais que je suis nul pour retenir un nom d'auteur. Ah oui. Non, mais je cherche quelqu'un qui peut. Un titre ou simplement Si, Mélodie Mouret, pardon. Ah ouais. Bah oui, Mélodie Mouret, c'est les dernières. Parce que j'ai pas vu beaucoup. Alors j'ai honte à moi, mais j'ai pas tout vu, les Michalik et tout ça machin. Je sais pas si voilà, mais Mélodie Mouret, je trouve qu'elle, c'est un peu un non-stop en ce moment. C'est waouh, c'est la nouvelle Michalik. Sans faute, ouais. Moi j'ai beaucoup aimé. Et puis c'est très même visuel, c'est très télé aussi. Par exemple, ce qu'elle a fait au Bélier dernièrement, là, Big Mother, ça commence, t'es dans une série. Ça commence, t'es en pleine action. Tu sais, il y a pas le rideau s'ouvre, le plateau est vide, il y a quelqu'un qui rentre et on attend que ça se passe, etc. Ça et on voit que et de suite après on passe 3 semaines avant, par exemple, tu vois. Et après, pendant la pièce, on revient à ce moment-là. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'elle fait des trucs très intéressants, même visuellement, je trouve, même en dehors de l'écriture. Hein, voilà. Et puis après, j'admire toujours les gens qui sont un peu comme moi, quoi. Je suis pas fan de comédiens purs, par exemple. J'aime bien les gens qui écrivent, qui mettent en scène, qui font un peu plein de trucs en même temps. Enfin, parce que c'est compliqué les comédiens purs et durs, même les comédiennes pures et dures. Après, je les respecte, ceux qui tout ça, mais c'est vrai que ils savent pas ce que c'est les coulisses, ils savent pas combien coûte une place de théâtre, ils savent rien. Donc du coup, je dis, c'est méchant ce que je dis, mais j'ai eu souvent des gens comme ça qui comprenaient pas les coulisses de la création, quoi, et qui sont là, ah non, moi je touche pas le décor, machin. Bon, ça va, hein. Des princesses. Oui, après peut-être voilà. Il y en a dans ce métier. Oui. Je suis très artisan, je suis très voilà. Ouais. Mais en même temps, je respecte tout le monde. Hein. Je pas de problème. Hein. Il peut y avoir des comédiens. Quand ils veulent pas toucher le décor, tu touches pas le décor. Sauf qu'au bout d'un moment, quand ils me voient porter 15 panneaux, ils viennent aider. Voilà. Il faut être sympa quand même. Au bout d'un moment. Alors justement, tu me lances un truc, c'est que j'aimerais savoir avec toutes les personnes avec qui tu as travaillé depuis ces nombreuses années. Est-ce qu'il y a une anecdote en particulier qui te fera toujours autant rire? Un truc qui s'est passé sur scène, par exemple il y en a eu plein. Un truc, genre, je sais pas, un truc... des panneaux qui tombent, des rires pas possibles dans la salle, des coupures d'électricité. Ah ouais. Coupures d'électricité.
Ah ouais, t'es en pleine province et plus rien. Oups. Waouh. Donc, tu fais des impros, c'est très drôle. Du coup, le public, il est à fond. Hein. Après, quand tu reprends, ils sont à fond avec toi. Ils savent Le que public c'est... aime beaucoup ça quand il y a des trucs ils adorent qui n'étaient pas ça. prévus. Ils adorent ça. Ouais. Donc, non, un gros oubli de texte. Qu'est-ce fou qu'il y a rire, peut-être. Bah oui, des fous rires, ça. Ou quelqu'un qui a trop envie d'aller aux toilettes et qui me fait comprendre une réplique qui revient dans 5 minutes et que... par exemple. Ah ouais? Voilà. C'est drôle. Je ne dirai pas. Et je dis, du coup, je vais improviser. J'espère que c'est un pipi. J'espère que c'est juste pipi, hein. Aïe, aïe, aïe. Là, tu t'es souvenu qu'il avait mangé mexicain. Oups. Mais, ouais, des anecdotes, ça c'est sûr qu'il y en a plein, hein. Une en particulier, ouais, je sais pas, drôle, toi, tu dirais. Ouais, dans l'idéal, un truc qui te fera trucs, toujours autant rire. Non, mais non, il n'y en a pas une. Ouais, tu vois, là, j'aurais dû me préparer. Ah, c'est pas grave. Mais par contre, trouver. alors, dans ce cas-là, je vais passer à un autre truc, parce que tu as dit un tout à l'heure qui était intéressant à creuser. Tu disais qu'en 2015, tu as eu un choc. Oui. Et du coup, qu'est-ce que ça a provoqué chez toi? C'est pas ma façon d'écrire qui a changé, mais bon, j'ai eu 2 trucs, moi, qui m'ont... Voilà, j'ai eu les attentats en 2015 et une agression en 2018, 2018. Ah ouais. Et donc 2015, non, je passe une année un peu bizarre. Bon, il y a en janvier, il se passe ce qui se passe chez Charlie Hebdo. Je suis sur scène à ce moment-là. Bon, Ah oui, t'étais sur scène quand c'est arrivé? ça m'émeut un petit peu, oui, mais bon. En plus, Cabu, enfin, Ouais, bah oui. c'est un mec de mon enfance qu'on Bien tue. sûr. Il a un crayon à la main. Je comprends pas. Bon. Et arrive le 13 novembre, là, je suis sur scène, là par contre je joue Bonjour Ibresse, je commence la pièce et pendant qu'on joue, voilà, chacun se rappelle où il était ce jour-là, je crois, hein, à peu Bien près. sûr. Et donc du coup là, moi je suis en train de jouer avec Lola Marois Bigard, Emmanuel Boidron Ouais. et Kevin Miranda. Non, pas Emmanuel Boidron, Mélanica. Qu'est-ce que je dis? Bon, bref, je ne sais plus. Mais en tout cas, on est en coulisses. Là, à ce moment-là, j'étais au Théâtre du Marais. Ouais. Et voilà, et on entend, on nous dit, il y a des fusillades dans la rue, qu'est-ce qui se passe, machin. Ah bon, on continue la pièce, bon. On va jusqu'au salut. Entre-temps, on apprend quand même que les fusillades ont lieu vraiment là, à côté, hein, République, etc. On sait pas, il y a un truc au Bataclan aussi, on sait pas ce que c'est, bon. Et donc, du coup, au salut, je dis à tout le monde de ne pas aller vers République. Moi, pareil, je reviens, on me ramène. Bon, bref, j'étais un peu traumatisé, mais bon, on n'a pas joué le lendemain. Quand j'ai rejoué, le seul truc que j'ai trouvé à faire, c'est après de prendre les gens dans mes bras, un par un, en disant que je sais pas quoi vous faire aujourd'hui, mais je vais vous attendre à la sortie, puis on se prend dans les bras, un par un. Et tout ça pour dire que après, je me suis dit, mais quelle est ma place en tant qu'artiste? Où est la place des artistes quand il se passe des trucs comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? Je continue à faire pot badaboum, machin, qu'est-ce que je fais? Je sers à quoi? Et du coup, j'ai commencé à faire des recherches, tout ça, et c'est pour ça que je suis arrivé à La Petite Débrouille. C'est pas que j'ai voulu faire autre chose ou quoi que ce soit, mais je voulais raconter ce que je ressentais. C'est-à-dire que une forme d'impuissance, en fait, parce que je disais, en fait, je suis au milieu d'un conflit, mais je ne sais pas quoi faire, et en plus, ça me concerne sans me concerner, mais en même temps, c'est sur mes terrasses. Donc, je peux être touché, et en même temps, je comprends pas trop ce qui se passe. Et puis, je suis un artiste, qu'est-ce que je fais? Je continue, je fais à faire quoi? Et voilà, et en faisant des recherches parce que je voulais écrire un truc pendant la guerre, etc. Et en fait, je découvre les Azous. Et les Azous, c'était des artistes qui disaient fuck aux Allemands, fuck à tout le monde, et qui continuent à chanter, danser, machin. Et voilà. Et je commence à m'intéresser à ça. À cette époque-là, je fréquentais Mathieu Nina aussi, et je lui ai dit, mais les handicapés, vous étiez où pendant la guerre? Et on tombe sur le dossier d'Hitler, de machin, où en fait extermination des handicapés, enfin on trouve des trucs à l'écran. Et je dis je vais écrire une pièce sur ça, et du coup voilà, c'est comme ça qu'est venue La Petite Débrouille. C'est vrai que j'aimerais désormais être utile. Alors être utile légèrement, hein. Bonjour Ibresse est utile aussi pour l'homophobie, tout est utile, hein. Je vais pas commencer à faire des trucs, et je veux toujours de l'espoir à la fin, et je veux toujours que ça soit quand même toujours dans le terme, il y a toujours de la comédie quelque part, donc voilà. Mais oui, en 2015 j'ai eu un petit choc, et un petit choc comme tout le monde, mais je me suis dit, il faut que je peux pas. Ouais, c'était très grave, hein. Nous, c'était ce jour-là. Mais tu vas dire que t'es sur scène, il se passe ça en direct. C'est fou, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, moi, dans un premier temps, vous auriez pu débarquer dans le théâtre, quoi. Mais c'est ça, exactement. Ah bah attends, les semaines qu'on suivit, moi, quand je jouais dans une salle, à chaque fois, je disais alors attends, je peux partir par là. Là, si ça arrive, là, je peux sauter par là. C'est fou. Ah oui, mais dans toutes les salles, je faisais ça. Et dès qu'il y a quelqu'un qui rentrait.
C'était horrible. Je me rappelle, il y avait Laurent Baffy à l'époque, il y avait une pièce qui prévenait les gens, attention, il va y avoir un coup de feu dans la pièce. Non mais tu vois, il venait devant le rideau rouge pour dire attention, il y a un coup de feu. Hein, donc non, c'était très voilà. Et donc du coup voilà. Et, alors du coup, je suis parti dans l'écriture et j'ai une trilogie qui se passe dans les années 40. Là, j'ai justement le projet avec Stéphane Corbin, ça correspond. Et il y en a une troisième en écriture. Et voilà. Et donc voilà. Et après voilà. Bon bref voilà. C'était ça mon traumatisme de 2015, on va dire. Mais comme tout le monde, hein, mondial. Eh oui. Et ça va, du coup, en fait, ta thérapie a été d'écrire sur le sujet, finalement. Ouais, je trouvais pas ma place, vraiment. Même, y a pas à avoir de place, mais je savais pas quoi faire. Je suis pas un politique, je suis pas... Qu'est-ce que je fais là-dedans? C'est comme en Ukraine, dernièrement, j'ai vu, y a des gens qui sont descendus dans le métro pour lire des poèmes à des enfants. Bon, ben moi, je serais ça, moi. Pas pendant la guerre, moi, tu me donnes pas un fusil, je vais pas être collabo ou quoi, je vais vouloir aider quand même, je voulais faire quelque chose. Donc du coup, c'est ça, voilà, j'ai dit au moins ça va, je peux exister encore parce que je trouvais ça tellement futile de faire des pièces légères alors qu'il se passait ça. Je disais waouh, et en même temps, les gens demandent. Les gens disent merci. Merci. Merci, pendant 1h30, on a une légèreté, complètement oublié. Ça fait du bien. Voilà, les gens viennent voir passer ça. À autre chose, ouais. Et là, quand même, les pièces très graves, etc. Mais c'est avant tout un divertissement, quoi. Mais par contre, à nous les auteurs, de leur donner un divertissement, et puis de glisser sous le gros vernis de la comédie 2-3 trucs de tolérance. Exactement. Faut penser à ça. Voilà. Moi, c'est ça que je me dirais. Je suis complètement d'accord avec toi. Voilà. Moi, j'aime justement avoir un message et que les gens repartent en disant ouais, j'aurais peut-être pas dû dire ce mot-là à mon cousin qui nous a avoué qu'il était homo lors d'un dîner ou un truc. Et du coup, tu vois, c'est ça aussi, c'est en quoi j'aime bien aussi pas bousculer, mais faire réfléchir le public. Mais par contre, faut pas moi je pense qu'il faut pas les agresser. Ah non, il faut pas les provoquer. Mais si, il y a des fois, je trouve que je pense qu'il faut. On a tous eu des grands-parents, des oncles, des familles. On sait la mentalité dans les provinces, etc. Ouais. Ça sert à rien. Moi, je trouve que après, t'as envie de provoquer des fois. T'as envie d'y aller. Y a pas de problème. Mais moi, je pense que c'est plus intelligent de les prendre. Toi, comme je t'ai dit avec la leçon que j'ai appris des homos préfèrent les blondes, j'ai mis homo nulle part. Nulle part. Et Dieu sauf qu'il y en a partout dans la Bonjour Ivresse. Mais c'est plus homo que les homos préfèrent les blondes, je veux dire. Et oui, bien complètement. Donc du coup, voilà, il faut et du coup, les gens, c'est leur pièce à eux aussi. C'est voilà, et ils comprennent Vanda, ils comprennent la sœur, ils disent tiens, effectivement, on a écouté les mêmes chansons, on a eu les mêmes dessins animés, donc apparemment, ça va, je peux être pote avec des homos. C'est ça que je me dis, moi. C'est ça qui est génial. Voilà. Alors moi, j'aimerais savoir un petit truc, c'est une question que je pose toujours à mes invités. J'aimerais savoir si tu as un rituel avant de monter sur scène. Toujours un cri de guerre, ça c'est sûr. J'impose un cri de guerre à tous les comédiens à chaque fois, parce qu'en fait des fois, on s'est pas vu de la journée, on arrive, on joue, faut qu'il y ait une connexion avant de jouer, quoi. Et puis des fois, il y en a qui arrivent, par exemple Kevin Miranda ou Franck Delay, des fois ils n'arrivaient pas à l'heure parce qu'ils savent qu'ils arrivaient une demi-heure après. C'est arrivé une fois ou deux, franchement. Et puis à cause d'un métro, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que par contre, il me faut le cri de guerre, voilà. Il faut qu'on soit connecté dans les yeux entre nous, vite fait, quand même au moins, voilà. Il y a un petit rituel, donc c'est ça. Et puis après, le rituel du maquillage, de toute façon, moi, fait que je l'aime bien parce que c'est là où tu passes à autre chose, surtout en ce moment, là où je joue Jean-Claude Brialy. Du maquillage. Maquillage, perruque. Et donc, du coup, c'est génial parce que, voilà, le maquillage, c'est la transformation, voilà. Mais rituel. Bon, j'étais très, par exemple, quand je jouais au temple ou à l'Apollo, je passais toujours par la sortie de métro, le trottoir, le même à chaque fois. Ah ouais? Ouais, j'ai fait ça pendant hyper longtemps, mais c'est chiant. Oui, tu m'étonnes. Oui, mais non, parce que tu te dis, je sais pas, c'est des trucs à la con, voilà. Ouais. Mais ouais, je suis un peu superstitieux un peu. Ouais. Vite fait. C'est-à-dire que si je vois une échelle, je vais peut-être pas passer dessous, quoi, mais. Ouais, quand même. Ouais. Je vais éviter si je peux, s'il y a pas d'autre chemin. Bon. Non, voilà, non. Le rituel, c'est le cri de guerre. C'est le cri de guerre que j'impose en plus. Il en toujours le même Non. Là, avec Claire Jass, c'est connerie au cul, en se touchant le cul. D'accord. Mais cul à cul. D'accord. Et on se chante une petite chanson, machin, avant, une chanson qui est dans la pièce.
Et Bonjour Ivresse, on a imposé un truc, on se disait pas merde, on se disait mégo, mégo, mégo. On a inventé un nouveau truc. C'est parce qu'en fait, merde, pour ceux qui savent pas, c'est inventé parce que c'était à l'époque où on avait des chevaux, etc. Et on se souhaitait beaucoup de merde devant les théâtres. Voilà, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de chevaux, beaucoup de gens. Exactement. Et nous, on se disait mégo, mégo, mégo. Bah oui, c'est pas con, ça. On dit la nouvelle génération. Bon, au début, d'ailleurs, le cri de gare, c'était mégo, capote usagée, enfin, c'était mais le mégo est resté. Du coup, mégo, c'est tous ceux qui sont dans Bonjour Ivresse, on se dit mégo, mégo tout le temps. Voilà. Donc c'est un petit truc, un petit rituel. Super. Et ma dernière question. Oh là. Et non des moindres. La pire. Évidemment, c'est ton actu. Allez, c'est l'instant promo. Alors les gens qui écoutent, vous allez tout de suite sur Théâtre de Passy. Non, alors Jean-Claude et Joséphine Brialy-Baker. Donc ça, c'est une comédie dramatique qui raconte les 6 dernières années de la vie de Joséphine Baker. Baker, elle adorait qu'on dise à la française. Joséphine Baker, à travers son amitié avec Jean-Claude Brialy. En fait, alors comment est né le sujet ? Avec Claire Jazz, on a joué à la reprise quand les salles ont rouvert après le confinement en 2021. J'ai repris Bonjour Ivresse et j'ai demandé à Claire Jazz de me rejoindre pour le rôle de Vanda. Ça s'est super bien passé. Il y avait un super feeling sur scène et on cherchait un projet à partager tous les deux encore sur scène et on savait pas exactement quoi. Elle, ça fait des années depuis qu'elle est petite où elle veut faire un truc autour de Joséphine Baker, mais elle sait pas. Voilà, c'est une référence, mais elle sait pas comment, etc. Et j'ai dit d'accord, mais bon, qu'est-ce que je vais foutre là-dedans, moi? Je vais faire un amant, un truc, bon, je sais pas, ouais, d'accord. Et en faisant des recherches, je tombe, et je le dis dans toutes les interviews, je tombe sur Wikipédia, donc en 1969, Jean-Claude Brialy tend la main à cette reine déchue en montant un cabaret. Au moment où elle perd son château, ses enfants sont à la rue, elle a plus de boulot, elle a plus de 50 ans, et en fait, Jean-Claude Brialy, qui à l'époque a 37 ans, vient de démarrer et on lui propose de reprendre un cabaret. Et il dit ok, à la seule condition, c'est que Joséphine Baker ouvre le cabaret avec moi. Donc il répète. Et donc voilà, je me suis dit, je veux être une petite souris qui assiste aux répétitions de Jean-Claude Brialy et cette femme. Et surtout, évidemment, c'était une noire de plus de 50 ans et un homosexuel de 40 ans. Et oui. C'est ça le sujet surtout. Et surtout, c'est une histoire d'amitié. C'est rare dans ce métier de raconter ça. Donc moi, je voulais raconter une histoire d'amitié. Et en fait, voilà, il raconte les 6 dernières années de sa vie où jusqu'en 1975, elle fait Bobino, elle finit en triomphe, même si elle meurt pas sur scène, mais pratiquement. Mais au moins, elle a réussi, elle a remonté la pente, elle est logée à Monaco grâce à Grace Kelly. Et donc voilà, donc on raconte vraiment, c'est vraiment un Jean-Claude Brialy, on les découvre au début, ils découvrent la salle, c'est là que c'est un peu petit, voilà, on va faire voilà. Il y a des plumes, il y a des chansons. Alors, c'est pas un spectacle musical, attention, vraiment, parce que les gens disent non, mais je l'ai vu à Bobino, non, mais c'est pas rien à voir. Et surtout, c'est la femme de 60 ans, c'est pas la femme de 20 ans avec les bananes, la ceinture de banane, voilà. Ouais, bien sûr. On est vraiment sur en 1969, bascule des décennies, et voilà. Et donc en fait c'est un spectacle d'1h20 que l'on a présenté au château d'Émilandes, donc le château de Joséphine Baker, devant 2 de ses enfants, Marianne et Akio. Marianne qui est d'ailleurs la marraine, je l'embrasse très fort, je sais pas si elle écoute mes interviews, mais je l'embrasse très fort parce qu'elle nous suit depuis le début, elle est là, elle est même venue voir la petite débrouille, maintenant elle nous suit partout, elle nous a vu dans Bonjour Ivresse. Et voilà, et on l'a créé à Bordeaux pendant 30 dates. Et là, on le joue au Théâtre de Passy actuellement, depuis avril. Et là, on est prolongé jusqu'au 30 décembre. C'est que 2 fois par semaine. C'est le mardi à 19h et le samedi à 15h. Attention, c'est des créneaux, voilà, des créneaux spéciaux. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a un public qui est content d'avoir une pièce à 15h ou 17h. Parce qu'il y a beaucoup de cheveux blancs. Oui. Voilà. Mais non, mais il faut penser à eux aussi. Et le 19h pour ceux qui veulent une soirée le mardi. Et écoute, ça se passe très bien. Je produis tout seul, donc c'est compliqué, évidemment, mais on y arrive. On a une super mise en scène de Coralie Barou. C'est la deuxième pièce, c'est le deuxième projet sur lequel je travaille avec elle. Elle avait fait La Petite Débrouille aussi. Donc Coralie Barou que j'adore. Quand tu me parlais de gens que j'ai rencontrés et qui pas qui ont changé des choses en moi ou quoi, mais qui m'ont fait bien évoluer, Coralie Barou fait vraiment partie de
de ces personnes. Là, depuis 2023, je travaille avec elle et j'adore ce qu'elle fait. Je l'adore. Trop bien. Voilà. Et donc Claire Jazz. Oh là là, Claire Jazz. Oui. Et Claire, on a plein de projets ensemble. On a même un projet de série. Et donc voilà, c'est vrai, on se quitte plus, comme tu dis. Donc là, on a joué Bonjour Ivresse, on joue Jean-Claude et Joséphine. On prépare une série. Quand elle vient sur Paris, parce qu'elle n'habite pas sur Paris, elle habite chez moi. Donc vraiment, c'est pas du tout un truc froid et professionnel. Hein, vraiment, c'est une vraie amitié. Donc ça fait plaisir parce que. Pourquoi ça existe dans le milieu artistique? Ouais, mais moi c'est important pour moi, c'est important. Hein, parce que le théâtre, c'est pas comme le cinéma et la télé. Hein, tu tournes pendant 3 mois puis tu les vois plus. Là, tu restes et puis tu vas en tournée avec, tu vas dans les mêmes hôtels, les mêmes trucs, t'as les mêmes galères, t'as les mêmes donc et tu restes longtemps. Enfin, puis une pièce de théâtre, même si t'as un tout petit rôle, tu restes quand même toute la soirée là et t'es là au début, t'es là à la fin, t'es là pendant. Bien sûr. Donc il faut que ça se passe bien. Oui, c'est mieux. Voilà. Génial. Et ça se passe très bien. Donc venez nous voir au Théâtre de Passy. Toi, viens. Mais je viens, évidemment, je viens. Par exemple. Aucun problème, je viens. Évidemment, je ferai la promotion de cette pièce et des autres, évidemment, dès lors qu'il y aura les autres dates, avant que, du coup, l'épisode ne sorte le 20 octobre, puisque du coup, c'est à partir de... Non, c'est on déjà le 16 septembre. 16 septembre. Enfin, voilà, il y a une date le 5 septembre au Festival d'Oulgat, mais quand vous écouterez ça sera déjà passé. Oui, tout à fait. Mais du coup, voilà, je pourrais toujours mettre les liens, voilà. Ouais, peut-être qu'il y aura d'autres dates de tournée. Il y a des dates de tournée qui arrivent aussi, donc. Donc n'hésitez pas, comme je dis toujours, allez au théâtre. Oui. Allez soutenir les artistes. Ah oui. Ils ont tellement souffert de la Covid que il faut continuer et soutenir l'art et la culture. Et vive le théâtre, on peut dire ça comme ça. Vive le spectacle vivant. Voilà, c'est ce que je dis à chaque fois. Fait. Vive la tolérance et le spectacle vivant. Merci beaucoup, Franck. Merci à toi, c'est gentil. Ouais, merci d'avoir reçu. Et ben non, merci. Dans ton podcast, qui va devenir hyper célèbre, j'ai l'impression là. Si seulement. C'est la première année. C'est la fin de la première année. Allez. Donc là, bon. Je finis la première année là. Pratiquement. D'accord. Pratiquement. Allez, dans la saison 1. Ouais, saison 1. En tout cas, merci beaucoup. Et ben merci à toi et merci à tous. Et venez nous applaudir sur scène. Venez. Évidemment. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode des Théâtreux. Si vous souhaitez participer ou tout simplement me contacter, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Instagram à les.théâtreux.podcast. Profitez-en pour commenter, noter ou en parler autour de vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode dans 15 jours. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez au théâtre. À très vite.